Alors on va aborder ce soir une question apparemment toute simple, puisqu'elle nous concerne tous, dont on va voir que dès qu'on l'analyse un petit peu plus près, elle est beaucoup moins simple, et que le fait de découvrir qu'elle est moins simple nous oblige à, j'allais préciser, à creuser le mystère qu'il y a dans cette relation, qui est celle qui existe entre les parents et les enfants. Pour moi, comme philosophe, cette relation, elle est entre la relation la plus compréhensible dans la famille, parce que la famille est finalement un lieu beaucoup moins compréhensible que l'espace politique. Dans l'espace politique, les gens se définissent par ce qu'ils font concrètement pour la cité. Et donc, les gens se situent dans la communauté par leur engagement. Et la communauté politique n'est constituée essentiellement que de personnes adultes et responsables qui s'y engagent. Les autres y sont présents, mais ce n'est pas eux qui déterminent la configuration de la cité ou la configuration de la société. Ce sont les citoyens, donc des gens qui ont la majorité en âge, qui normalement ont un minimum de responsabilité. Et donc, c'est ça qu'Aristote aime bien dire que l'homme est un animal naturellement politique. Dans la lumière de ça, dans la famille, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la dimension la moins mystérieuse, c'est l'alliance qu'il y a entre ces deux personnes que sont l'époux et l'épouse, même si la relation homme-femme demeure une relation extrêmement mystérieuse et difficile à définir, enfin indéfinissable d'ailleurs. Mais malgré tout, au fond, un homme et une femme qui s'épousent, qui décident de fonder une famille, c'est finalement deux personnes qui ont décidé d'essayer de vaincre la part incompréhensible qu'il y a dans leur relation. Parce qu'un couple n'est pas fondé uniquement sur la passion, il est fondé sur la raison. Sinon, ça relève du dol, si vous voulez. Épouser quelqu'un qui est complètement irrationnel et irresponsable, voilà, ça relève de l'irresponsabilité, donc c'est pas un mariage en tout cas qui valable législativement. Donc même si aimer quelqu'un reste un mystère, même si encore une fois la relation entre l'homme et la femme reste un mystère, contrairement à ce qu'a pu penser l'Occident et l'Europe occidentale depuis le 19e, le couple ne repose pas tant sur l'amour que sur la raison. L'amour est sous-jacent, puisqu'il faut bien qu'il y ait une attraction pour que deux personnes décident de s'avancer dans cette aventure-là. Mais il faut bien précisément qu'ils décident que cette aventure ne sera pas que passionnelle, parce que sinon elle ne dure pas. Et on le sait, c'est pour ça d'ailleurs qu'on retire des fois des enfants à la garde de leurs parents, parce qu'on considère que ces gens n'ont aucune prudence, qui sont peut-être des fois très aimants de leurs enfants, ça arrive, follement aimants de leurs enfants, mais d'une irresponsabilité totale, déjà présente d'ailleurs dans leur couple. Et que des fois, deux irresponsables ensemble, ça augmente les responsabilités, ça engendre une communauté qui n'est plus bonne pour les enfants. Voilà. Et je disais, donc, la relation parent-enfant, elle est entre cette relation-là, qui est finalement celle qui est fondatrice de la famille, et puis l'autre relation, que je laisse pour cette fois-ci, mais qui, vous m'avez peut-être déjà entendu le dire, est pour moi la plus mystérieuse, qui est la relation entre frères et sœurs, entre frères ou entre sœurs, parce que ce sont des gens dont on a du mal à situer qu'est-ce qu'ils font dans notre existence. C'est des gens qui sont à la fois trop près, trop loin. Trop près parce qu'ils sont irréversiblement nos frères et sœurs, trop loin parce qu'il n'y a pas de raison, parce que ces gens sont nés des mêmes parents que moi, que je dois me les coltiner toute ma vie. Et donc ça ne m'assigne pas clairement, le fait qu'ils soient de la même chair et du même sang, ne m'assigne sur le plan moral ou politique aucune relation précise. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Et d'ailleurs, malheureusement, les divisions profondes qui apparaissent au moment des héritages quand les deux parents sont morts montrent bien que c'est extraordinairement compliqué. Bon, mais on va passer là, je voudrais m'attarder sur la relation parent-enfant. Voir d'abord, concrètement, c'est une dépendance. C'est une relation de dépendance, on va voir laquelle. Vous vous doutez bien d'ailleurs qu'elle est réciproque. Ce n'est pas uniquement les enfants qui sont dépendants des parents, mais évidemment les parents qui sont dépendants des enfants, parce qu'on n'est pas parents sans avoir des enfants. Donc c'est les enfants qui font que leurs parents deviennent parents. C'est assez bête à dire, mais enfin c'est tout à fait réel. Et d'ailleurs c'est très bizarre parce que les parents étaient autre chose avant.
C'était des personnes responsables, normalement adultes, qui ont décidé de se marier et ils sont devenus parents. Alors qu'on devient enfant par son apparition dans le monde. Vous voyez, c'est complètement différent. On n'est pas d'abord parent, on le devient. Alors qu'on est fondamentalement enfant. On ne le devient pas. Il faut au contraire apprendre à cesser de l'être. C'est une autre paire de manches. Enfin, c'est vrai. Normalement, il y a quelque chose qui doit évoluer, si vous voulez. On espère qu'on n'est pas l'enfant de ses parents de la même manière à 2 mois qu'à 85 ans. Et donc, c'est d'abord une dépendance. Donc, il faut essayer de regarder qu'est-ce qu'elle est. Ensuite, par enfant, c'est une vie commune. On voit d'ailleurs ça dans les familles recomposées. C'est la vie commune qui fait l'enfant. Il peut y avoir une belle mère, mais elle ne devient belle, j'en sais rien, mais mère en tout cas, que si l'enfant, qui n'est pas son enfant, vit un temps suffisamment conséquent de vie commune avec elle. D'accord ? Elle peut se débrouiller pour disparaître ou être à la marge le temps où l'enfant de son mari, enfin de son nouveau mari, ou de son mari tout court, ça peut être le premier d'ailleurs, c'est lui, c'est pas sa première femme. Bah oui, c'est ça aujourd'hui, les situations des familles recomposées. C'est le réel de 50% des enfants à l'école, quand même. Il faut ouvrir les yeux. C'est 50% des enfants à l'école qui sont de familles recomposées. Alors plus ou moins recomposées d'ailleurs, parce qu'elles ne sont pas encore complètement, enfin en tout cas décomposées, à défaut d'être recomposées. Et donc, c'est la vie commune qui fait ça. Je peux toujours dire qu'effectivement j'ai eu un enfant, sauf que si je ne l'ai jamais reconnu légalement, et si j'ai jamais vécu avec lui, c'est très spécial. Je connais quelqu'un comme ça qui, à 25 ans, a décidé d'essayer de retrouver son père, qui a eu des relations sexuelles avec sa mère de nuit. Voilà. Qui lui a fait savoir qu'il ne souhaitait pas lui donner de place dans son existence. Est-ce que c'est son père ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà, donc c'est pour dire que c'est pas. La vie commune fait aussi la paternité et la filiation. On sait bien qu'il y a des enfants qui sont les vrais parents, les vrais enfants d'un oncle et d'une tante qui se sont occupés d'eux, pas nécessairement parce que les parents sont morts, mais des fois parce que les circonstances ont voulu qu'eux. Ou des familles qui adoptent ou qui font l'analogue d'une adoption, parce que l'adoption n'est pas nécessairement formelle. Un enfant qui a vécu 10 ans et qui vous dira « vous êtes mes vrais parents ». Ça ne veut pas dire que les autres sont des fous, mais c'est vrai que c'est vous les vrais. Voilà. Il y a la vie commune, et puis il y a aussi, on le regardera, ce que j'appelle moi cette inégalité provisoire en croissance. C'est-à-dire qu'il y a un truc très particulier, c'est que c'est évidemment évolutif. D'accord ? On va voir qu'il y a quelque chose dans le rapport parent-enfant qui est définitif, il faut bien préciser ce que c'est, mais c'est aussi pour évoluer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les enfants sont censés cesser d'être inégaux avec leurs parents. Pourquoi ? Parce que, on va le voir, le rôle des parents à l'égard des enfants est l'émergence de leur autonomie au point de pouvoir devenir leurs égaux. C'est assez simple. Si les parents n'envisagent pas que leurs enfants deviennent leurs égaux, il y a un truc qu'ils n'ont rien compris dans ce que c'est que leur vocation, enfin tout simplement la nature humaine de la relation, quoi. Alors, certaines générations, dans certaines familles, dans certains lieux, on ne comprend pas ce genre de choses. Mais enfin, voilà. Je appelle à la raison toute simple qui fait que, de toute façon, ne serait-ce que quand les autres sont morts, là, on est clairement. Une fois que les parents sont morts, ils ne peuvent plus revendiquer d'être supérieurs à leurs enfants. Enfin, ils le sont des fois dans leur mémoire, mais bon. Enfin, disons que ça fait partie de la vocation de la paternité et de la maternité que d'être capable d'accompagner l'enfant jusqu'à l'émergence chez lui d'une capacité à lui-même devenir père et mère. Pas seulement sur le plan physique, mais sur le plan de la responsabilité personnelle. Alors d'abord la dépendance. On voit bien que le fondement de cette dépendance, c'est cette relation intrinsèque par laquelle par lequel chacun devient ce qu'il est grâce à l'autre. C'est assez rare ça. Alors vous allez me dire, oui, on devient déjà un époux parce qu'on a une épouse. Mais bon, un époux, c'est quelqu'un, l'homme est l'homme sans la femme est la femme sans l'homme. Même on devient femme et on devient homme, comme disait Simone de Beauvoir. Bon, c'est vrai qu'on le devient aussi, on l'est et puis on le devient. Mais on l'est quand même. On est épousable avant d'être épousé. On est mariable avant d'être marié. Donc on est déjà, vous voyez, le mariage
change quelque chose, mais ce quelque chose a déjà commencé à être changé dès que l'homme a compris qu'il y a une part de lui qui ne se définissait, qui ne se comprenait que face à la femme et réciproquement. D'accord ? Là, c'est beaucoup plus radical. On n'est pas parent, je dirais, on n'est pas encore dans sa personne, on n'est pas potentiellement père ou mère. On est capable d'engendrer des enfants, mais on devient père ou mère par la fécondité. Et pour être plus précis, on ne devient père et mère que par l'enfant. On n'a pas toujours conscience de ces choses-là. Hein, parce que vous avez des pères et des mères qui se représentent comme père et mère presque de toute éternité. C'est très bizarre. Ils n'ont absolument pas compris qu'ils ne l'étaient que par eux. Pour eux, ils sont en soi père et mère. D'ailleurs, ils disent « Mais ne sais-tu pas que je suis ton père ?» Dire non, tu t'appelles Albert Dupontel, point barre, c'est tout. Tu es accidentellement mon père, dégage. Ce qui est tout à fait vrai, tu es accidentellement mon père. Non. Mais c'est très bizarre cette espèce de dissymétrie. En même temps, ça arrange bien le fils de dire que son père est son père quand il en a besoin aussi. Hein. De se rappeler quand même, tu es mon père. Donc c'est pour dire que c'est pas facile cette chose de devenir quelque chose par l'autre. Et là, on le devient indépendamment du fait qu'on en ait conscience. On est intrinsèquement l'enfant de quelqu'un, de deux personnes. On est intrinsèquement père ou mère. Alors là, je suis sur l'élément très basique, hein, qui n'est pas du tout encore la manière personnelle de l'assumer, mais qui a quand même la dépendance, elle est fondamentalement liée à la fécondité, à la procréation, appelez-le comme vous voulez. Et en soulignant comment est-ce que ce fondement de la relation a quelque chose de très particulier, parce qu'à la fois, rien n'est plus simple que de comprendre qu'effectivement, enfin apparemment, qu'un homme et une femme aient un enfant, et rien n'est plus impossible à comprendre. C'est-à-dire qu'il est très clair que l'enfant n'est pas simplement la résultante des chromosomes et de la combinaison génétique de ses deux parents. C'est vrai, moi c'est une chose qui m'impressionne de plus en plus. Je me demande comment est-ce qu'on peut imaginer avoir véritablement par soi-même engendré intégralement son enfant. Je me dis qu'il faut quand même une dose d'idéologie aveuglante ou une dose d'affectivité pathologique très très forte pour ne pas voir que cet enfant, il a essentiellement, enfin pas essentiellement, mais précisément substantiellement rien à voir avec vous. Essentiellement, c'est une personne humaine, c'est un humain. Et vous lui avez donné un certain nombre de ses composantes humaines, du point de vue de son corps, du point de vue même de ses composantes psychiques, parce qu'on reconnaît des fonctionnements psychiques, malheureusement, pour le meilleur ou pour le pire, de certains de ses ancêtres plus ou moins lointains. Et en même temps, l'identité de cet enfant, il n'est clairement pas la résultante de vous. Enfin, ce qu'il est, c'est pour ça que son prénom désigne quelque chose qui n'est en aucun cas ni de l'un ni de l'autre. D'accord ? D'ailleurs, vous-même, enfin, normalement, ça fait partie de la conscience humaine, on sait bien que ce que l'on est dans notre être profond, dans notre identité intérieure, n'est pas le produit de notre père et de notre mère. Sinon, ça voudrait dire qu'on est dans un rapport de subalternation métaphysique radicale. Alors bizarrement, on le voit pour nos parents quand on est l'enfant, on le voit plus difficilement pour les enfants quand on est les parents. C'est étonnant ça. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'ils nous doivent plus, qu'ils vous doivent plus que vous n'en devez à vos parents. C'est très étonnant ça. Il y a une dissymétrie là qui est un peu pas très claire, mais... Alors, quant à leur existence, vous les pères, ils vous doivent pas grand-chose, je dirais un moment d'inconscience ou de plaisir. Vous les mamans, ils vous doivent quand même plus, 9 mois d'attention, enfin une voie de coopération physique pour être plus précis, 7, bon à quel moment il est né, mais voilà, ça va pas, le reste ils vous les doivent pas à vous, parce que vous comprenez le mixage, la redistribution statistique des chromosomes, vous y êtes pour rien du tout. Vous y êtes pour strictement rien du tout. Le processus processus génétique, vous voyez, de redistribution de l'ensemble des cartes qui fait qu'il a un gène récessif de l'arrière-grand-père bizarroïde, un peu barbare, ou d'ailleurs d'une autre population avec des yeux comme ça ou des oreilles comme ça qui réapparaît. Vous savez, comme dans Lucky Luke avec les Otimides et les O'Hara, donc il a des grandes oreilles, il a des petits nez,
Alors que son père lui avait pas des grandes oreilles comme ça, mais c'est le grand-oncle qui a des grandes oreilles. Et donc concrètement, c'est très étonnant de voir qu'il y a un décalage entre la faiblesse de la dimension personnelle de l'acte par lequel on est vecteur de la fécondité et le résultat qui lui est métaphysiquement absolument nouveau. Pas totalement, puisque matériellement il n'est pas totalement nouveau. C'est une recombinatoire génétique, mais malgré tout, ça donne quand même un être nouveau. Et qui, dans son identité, échappe complètement au père et à la mère, dans un premier temps. Quoi qu'en pensent les mamans. Parce que vous ne savez absolument pas qui vous venez de moteur. Alors tout le monde projette, hein. Tout le monde imagine, mais oui, d'ailleurs il a la tête de sa grand-mère, et d'ailleurs on voit bien comment il se comporte, il sera comme son grand-père, mais non, il ressemble à ta tante, mais non, c'est comme la belle-mère. Enfin voilà, chacun son truc, hein. Et selon d'ailleurs les moments de l'enfant, voilà. Tout ça, c'est un exercice un petit peu touchant, mais un peu désespéré, de tenter de se donner une idée de ce qu'est l'enfant, mais qui montre bien d'ailleurs qu'on n'en est pas capable. D'accord ? Parce que l'émergence de l'identité de l'enfant ne va s'opérer qu'au fur et à mesure, qu'à condition d'ailleurs que j'accepte de perdre les idées que j'en avais au fur et à mesure qu'il émerge. Parce que si je continue à ne le regarder qu'à travers les idées que j'ai, si ça se trouve, il va se les implanter dans la crâne et il ne sera que le clone de mes pensées. Alors ça ne marche jamais complètement. Enfin, ça peut exister. Tu as des enfants qui attendent 45 ans pour s'apercevoir tout d'un coup qu'ils ne sont pas simplement ce que leur père a rêvé qu'ils soient, ou leur mère. J'ai vu ça même dans la Vierge, vous avez des gens, c'est la mère qui avait la vocation, c'est pas le fils. Sauf que le fils s'en est aperçu à 40 ans. Il aurait mieux valu qu'il s'en aperçoive plus tôt, elle aussi. Elle avait décidé qu'évidemment, ça serait tellement merveilleux si un de ses fils avait la vocation. Vous avez beaucoup de mamans qui sont désespérées quand leurs fils l'ont. Rassurez-vous, dans ces cas-là, c'est pas de la projection. Mais là, c'était l'inverse, c'est celles qui ont toujours attendu que leur fils soit... comme les pères qui ont attendu que leur fils soit enfin ce qu'ils n'ont jamais réussi à être. Enfin bref. Donc en dehors de ce type de projection, la réalité, c'est que tout simplement, l'identité spirituelle profonde, l'identité métaphysique profonde de la personne échappe à ceux qui viennent d'en être l'origine, enfin l'occasion, à la fois et l'origine, les deux. Ce qui veut dire d'ailleurs que cette espèce de truc bizarre qui est originellement vous constitue en père ou mère, vous échappe. Parce que c'est quoi ce truc qui fait qu'à la fois l'essentiel ne vient pas de nous, mais malgré tout on a contribué de manière quand même assez importante. Ça vous désigne quoi comme type de relation, ça ? Vous êtes exclu de la relation parce que de toute façon vous n'y comprenez rien et que l'identité vous y êtes pour rien, ou au contraire vous êtes totalement impliqué dans la relation parce que finalement, très bien l'identité, mais ça on s'en fiche, en attendant sa génétique, sa corporéité et son tempérament psychique, il l'a quand même hérité à travers nous. Oui. En tout cas, ce qui est clair et indéniable, c'est qu'ils y sont, c'est que les parents, ils sont intrinsèquement pour quelque chose et que leur contribution est essentiellement corporelle, mais qu'elle touche aussi la composante psychique. Donc vous êtes, par le psychophysique, vous êtes les parents de vos enfants. Il faut être très précis. Mais que par là. Voilà. Après ça, la question, elle est comment ça s'assume ? Donc, quel est le sens de cette relation ? Qu'est-ce que ça indique ? Parce que vous avez des gens qui... Bon, c'est un fait ce que je viens de vous dire, mais qui ne le prennent pas en compte. Des gens qui ne reconnaissent pas leur enfant. Des gens qui ne veulent pas s'en occuper. Des gens qui ignorent, enfin, vous voyez, toutes les situations qu'on peut connaître. Hein. Mais donc, la question est de savoir... Est-ce que cette réalité implique intrinsèquement sur le plan éthique, vous voyez, un prolongement personnel ? Est-ce que ça m'assigne un devoir, pour être plus précis ? C'est une grande question, ça. Est-ce que ça m'assigne un devoir ? Est-ce qu'un moment d'inconscience imprudente m'assigne, à cause de ces effets biologiques ingérables, parce que j'ai pas réussi à le gérer, parce que j'ai pas réussi à contrôler, ni que j'allais avoir un enfant, ni que l'autre allait en avoir un, est-ce que ça m'assigne un devoir ? Assez trivialement oui, puisque je suis malgré tout responsable. Non pas de ce qu'est l'enfant, mais du fait qu'il apparaisse. Voilà. Alors, la qualité spirituelle de cette responsabilité peut avoisiner la nullité. Ben oui, vous pouvez tout à fait, je ne sais pas, quand vous avez trop bu ce soir-là, donc l'état de conscience personnelle dans lequel vous avez conçu cet enfant peut être avoisiné 0. Donc c'est un acte, alors c'est très bien, c'est pas très bien moralement, mais c'est surtout irresponsable.
D'accord ? Le problème, c'est que, n'empêche que c'est tout bête. Je peux aussi casser des vitres par hasard en reculant ma voiture parce que je n'avais pas vu qu'il y avait une vitre. N'empêche que c'est moi qui l'ai cassé la vitre. D'accord ? C'est autre chose que de vouloir casser la vitre. Voilà, vous avez des gens, d'ailleurs même quand les gens veulent avoir un enfant, qui ont décidé qu'ils n'en ont rien, qui font ça humainement, spirituellement, religieusement, pieusement, tout ce que vous voudrez, à la fin, ils n'ont pas ce qu'ils avaient pensé. Ben oui, parce que de toute façon, c'est clair, parce que ce n'est pas un produit volontaire. Donc il n'y a pas de continuité entre l'acte qui est posé et le résultat de cet acte, c'est ça qui est capital. Il y a une continuité du point de vue du processus biologique, mais il n'y a pas de continuité. Ce n'est pas un acte responsable, maîtrisé. Non, c'est tout simple. Par contre, là où la responsabilité apparaît de manière consciente, c'est d'assumer les conséquences de ce qui a été un acte volontaire ou presque involontaire, ça dépend des cas, ou très volontaire, et tout ce que vous voudrez. Mais par contre, c'est clair que je ne peux pas nier que j'en suis l'origine partielle en tout cas. Je ne peux pas non plus dire non mais tu comprends la part spirituelle, comme ça sur la spirituelle c'est Dieu qui l'a créé, moi j'ai rien à voir avec ce truc là, j'étais pas là au moment de la création du monde et du grand mécanisme de la procréation, on m'a pas consulté, on m'avait pas informé des dégâts et des problèmes qu'il y avait dans tout ça, j'ai rien à voir moi. Voilà. Qu'on s'en prenne à mes parents qui m'ont pas bien éduqué, à l'éducation nationale, à cette femme qui m'a séduite qui fait que j'ai perdu la raison, ou à Dieu, mais de toute façon moi j'y suis pour rien. Les hommes disent ça, les femmes moins. Voilà. Donc concrètement, c'est pour vous souligner le fait que déjà ça, je vois que c'est pas parfaitement clair. C'est assez subtil comme mode de relation. Et donc c'est capital de voir que du coup d'assumer cette réalité qu'est l'enfant et la relation relativement mystérieuse qu'il y a entre moi et lui, c'est ça l'acte fondamental, l'acte fondateur du plan personnel de la parentalité. D'accord ? L'acte matériel, c'est de l'avoir conçu, l'enfant. Et encore des fois, c'est pas de l'avoir conçu, parce que ça peut être quelqu'un d'autre qui l'a conçu, mais c'est moi qui l'accueille, qui le reconnais. Ça existe aussi. Je pense l'avoir conçu moi, finalement, c'est un autre. Voilà. Et donc concrètement, oui, parce qu'on peut toujours identifier la mère, on ne peut pas toujours identifier le père. Et donc concrètement, c'est pour ça que ça ne représente pas du tout le même acte de reconnaissance non plus. L'acte de reconnaissance de paternité et l'acte de reconnaissance de maternité ne constituent pas du tout pour la personne qui opère cet acte, pour l'enfant, de toute façon, il n'est pas conscient, mais pour celui qui opère cet acte, ce n'est pas du tout du même ordre. D'accord ? Parce qu'il y a un sentiment d'appropriation légitime de la femme à l'égard de l'enfant, elle ne doute pas que c'est le sien. Elle ne peut pas douter que c'est le sien. Un père peut toujours douter que c'est le sien. Rien ne le prouve absolument que c'est le sien. Non. Sauf quand vous faites un test génétique et vous vous dites oui monsieur, c'est votre fils. Mais même ça c'est très bizarre, le test génétique ça ne vous rassure pas. Vous voyez, c'est parce que c'est abstrait. Il n'y a pas de continuité absolue dans la conscience de concevoir un enfant et le processus par lequel il grandit, il accueille, c'est tout bête, c'est le privilège de la femme, ça. Donc il y a une dissymétrie radicale là. Vous voyez, donc le processus, donc le mode d'engagement, il n'est pas lui-même. Chez la femme, il consiste simplement à accueillir l'enfant dès qu'elle s'aperçoit qu'elle est enceinte et donc d'accueillir un enfant qui n'est pas encore constitué pleinement. Enfin, donc ça n'a rien à voir. D'ailleurs, pour les femmes, ça leur semble une évidence que c'est comme ça que ça se passe. Pour les hommes, ça leur semble évident que ça se passe complètement différemment. Mais c'est rare qu'ils prennent conscience l'un de l'autre que ça n'a rien à voir. C'est vrai, les hommes ne comprennent pas très bien pourquoi les femmes ne sont pas beaucoup plus libres par rapport à leurs enfants. Et les femmes ont beaucoup de mal à comprendre pourquoi les hommes ne sont pas spontanément beaucoup aussi impliqués qu'elles le sont, physiquement et affectueusement à l'égard de leurs enfants. Et c'est tout bêtement parce que c'est pas du tout le même. Dès le début, c'est pas le même processus. Pas simplement biologique, mais ça ne positionne pas la personne de la même manière. Même si, à la fin, ce qui fait formellement l'acte de reconnaissance qui institue la parentalité comme quelque chose de la personne, d'accord, pas simplement un truc matériel, c'est l'acceptation de cette relation mystérieuse. Et c'est très beau d'ailleurs parce que la véritable adoption, c'est celle-là, sans en avoir été source physiquement. Parce que pourquoi est-ce qu'on prend le temps de voir si quelqu'un est capable d'adopter un enfant ? C'est parce qu'il faut prendre le temps de voir est-ce qu'il est rentré dans un processus qui lui permet de poser un acte qui a cette maturité-là. Enfin, vous voyez, vous avez des parents qui ont eu des enfants biologiquement mais qui n'ont jamais été capables de les choisir de manière personnelle. Mais c'est normal qu'on vérifie que quelqu'un qui adopte un enfant le fasse avec, pour le coup, un minimum de responsabilité. Et donc qu'il accepte de se situer dans une relation à l'enfant qui reste aussi mystérieuse pour lui. Parce que je fais quoi de ce petit être-là, dont je ne suis pas nécessairement le géniteur, mais dont je peux choisir par adoption d'être le père et la mère. Je ne suis pas simplement un éducateur.
Un éducateur, il est dans un rapport d'extériorité à l'égard de l'enfant. Il est extrinsèque. Et un éducateur, il coopère avec les parents. D'accord ? Et donc la grande différence, c'est tout simplement que des parents acceptent que l'enfant fasse partie de leur vie. Un éduqué ne fait pas partie de la vie de l'éducateur. Il l'accompagne sur un camp, il est à l'école, tout ce que vous voudrez. Alors que l'enfant, c'est bizarre, il fait partie de votre vie, non ? C'est très spécial ça, que quelqu'un fasse partie de ma vie. Et pour ça que les choses sont bien faites, c'est que normalement, quand on choisit d'épouser quelqu'un, on choisit que quelqu'un fasse partie de notre vie, plus que matériellement. Et donc on comprend que d'accueillir quelqu'un dans sa vie, ça dispose, alors accueillir quelqu'un dont on comprend plus de choses que l'enfant, joyeuse et douloureuse, dispose normalement, le processus naturel est bien fait, à accueillir quelqu'un dans sa vie, de beaucoup plus fragile que son conjoint, ayant matériellement en tout cas beaucoup plus besoin de nous, vous voyez, et de le faire de manière personnelle. Et donc c'est assez... vous voyez bien, la responsabilité d'assumer cette relation mystérieuse est au fond de l'assumer le temps, de l'assumer sans tout à fait la comprendre, mais en essayant de faire que dans cette relation, l'enfant puisse émerger dans son autonomie. Donc c'est très beau parce que c'est une prise de risque considérable en fait. C'est très touchant que les hommes et les femmes fassent ça depuis la nuit des temps comme ça. C'est peut-être mieux d'ailleurs qu'ils en aient conscience qu'après coup. J'espère qu'il n'y a pas trop de jeunes parents dans l'Assemblée. Voilà. Mais et je dis ça parce que du coup, du côté de l'enfant, ça constitue aussi quelque chose. C'est pas rien que quelqu'un se soit engagé. Alors des fois, on s'aperçoit après coup qu'il ne s'est pas trop engagé, ou qu'elle ne s'est pas nécessairement d'ailleurs autant engagée qu'on aurait aimé. Mais normalement, c'est très impressionnant de voir que quand des parents se sont engagés, encore une fois, à l'aveuglette, ça constitue quelque chose de spécial pour l'enfant. De voir que ses parents ont au moins accepté de faire un minimum de choses, une maman pendant 9 mois, fondamentalement, puis même après, si on a été éduqué par eux. Donc de prendre le risque que quelqu'un qu'ils ne comprennent pas nécessairement fasse partie de leur existence et qu'ils s'engagent face à cette personne que j'étais et face à la société à permettre à cette personne d'émerger dans son autonomie. Oui, je ne sais pas comment dire ça. Donc là aussi, quel que soit le vécu affectif, parce que des parents qui font ça comme si c'était normal et d'autres qui au contraire conscientisent jusqu'à la culpabilité et l'angoisse, ça dépend des hommes et des femmes. Mais c'est très impressionnant de voir que ce face-à-face, du coup, est un face-à-face, vous voyez, qui est marqué par une responsabilité très forte. C'est ça que je veux dire. Et donc, il y a un contraste entre la matérialité involontaire de majoritairement involontaire de la fécondité, et puis l'extraordinaire responsabilité qui l'accompagne. C'est vrai, en gros d'ailleurs, c'est ça d'ailleurs que les parents n'ont pas trop conscience de ça, mais on préférerait être un peu plus au courant des choses, pouvoir maîtriser un peu plus le process, d'accord, et aboutir à une clarification de la relation plus simple. Ce qu'on fait dans les entreprises, ce qu'on fait dès qu'on a travaillé avec quelqu'un, enfin ce qu'on fait dans toutes les relations sociales. Et là, c'est pas facile. Vous voyez, le contrat fondamental est un contrat en plus. Comment dire ça? On pourrait passer dire qu'il y a quelque chose d'inconditionnel. Parce qu'accepter de s'occuper de quelqu'un auquel je ne comprends rien, ça ne peut être qu'inconditionnel. Parce que je ne peux pas dire, bon, je m'occupe de lui tant qu'il n'est pas trop casse-pied. Ou tant qu'il est respectueux des ordres que je lui donne. Après, sinon, c'est tout. Ce qu'il dégage, c'est tout. Et puis alors, comme enfant, on a été l'objet passif, l'agent passif d'un acte de consentement inconditionnel, non? Alors je sais bien qu'effectivement, tous les enfants n'adhèrent pas de manière spontanée au caractère de leur papa et de leur maman dès le plus jeune âge d'ailleurs. Parce qu'il peut se passer des choses qui font que dès le sein maternel, d'ailleurs, c'est pas nécessairement cool. On voit bien, et après ça, des fois faire du travail là-dessus. Mais enfin, quand même, globalement, l'enfant est dépendant de manière quasi inconditionnelle au début. Et donc il y a aussi, sous ce rapport-là, il y a une dissymétrie. C'est que l'enfant, comment dire ça, est, on pourrait être plus précis, dans la vie des parents. Il n'a une vie qu'à l'intérieur de la vie des parents au début. Des
fois c'est que le père, des fois c'est rarement que le père. Des fois c'est que la mère, mais ça peut aussi être que le père. Mais oui, mais en tout cas il est dans la vie de l'autre. Donc un enfant, il a à naître 2 fois. Il a à naître une fois physiquement, puis il a à naître une autre fois à sa propre existence. Ça c'est plus long comme processus de naissance. À émerger à la conscience qu'il est infiniment plus, il est autre chose que la relation qu'il a eue à ses parents, qu'il est fondamentalement quelqu'un d'autre, même que ce qu'a pu lui renvoyer cette relation. Alors, si j'essaye précisément de passer de cette dépendance concrète, du sens de cette dépendance concrète, qui est une relation réciproque, dissymétrique, qui a pour finalité, d'abord, de permettre l'émergence d'une personne autonome. Ce qui montre d'ailleurs aussi clairement que si les parents bénéficient de leurs enfants, c'est un bénéfice secondaire. Normalement, là aussi on pourrait le préciser, la juste manière personnelle d'assumer l'enfant, c'est précisément de ne pas viser d'abord à ce qu'il m'apporte, mais de viser d'abord à son autonomie. Là aussi, ce qui n'est pas facile. Parce que vous savez bien, c'est ce qu'on explique très facilement en psychologie, c'est que plus quelque chose est pénible, et plus j'essaye de compenser la pénibilité par les bénéfices secondaires de ce qui est pénible. Vous voyez, je peux comment dire ça? Vous avez une situation impossible, oui, mais vous allez suffisamment expliquer que vous êtes une victime effroyable pour que tout le monde s'occupe de vous. Il faut bien survivre, quoi. Parce que sinon seulement vous êtes une victime, mais en plus il n'y a personne qui s'occupe de vous, c'est total l'horreur, quoi. Donc si je pouvais me servir des situations négatives pour quand même en tirer un avantage, c'est une stratégie de survie d'ailleurs. Parce que celui qui cherche aucun bénéfice secondaire, il est juste en train de couler à pic, quoi. Et donc bien sûr qu'il y a des bénéfices secondaires. D'ailleurs on sait bien, vous savez, quand un enfant a fait beaucoup souffrir, avec tout ce que j'ai souffert pour toi, avec tout ce que j'ai fait pour toi, comment peux-tu me faire ça? Ce qui montre bien que tu ne l'as pas fait pour moi, d'ailleurs. Sinon, tu n'aurais pas calculé. Si vous faites quelque chose pour l'autre, ce n'est pas pour lui présenter la note après. Mais soyons clairs, cette relation, même si sur le plan moral, elle ne peut être fondamentalement constituée que par un rapport, encore une fois, je vous dis, d'inconditionnalité, elle est très concrètement animée par des milliards de calculs. Bah oui, bien sûr. On attend plein de choses de la part d'un enfant. Ne serait-ce que d'ailleurs que la reconnaissance par lui qu'on est son père ou sa mère. Rien que ça. Et donc c'est bon de voir que si un enfant n'attend rien de ses parents, parce qu'il n'est pas encore conscient des bénéfices qu'il pourra en tirer, ce qui va pas tarder assez rapidement à faire d'ailleurs, c'est très bizarre ça aussi, les parents, eux, attendent quelque chose de leurs enfants. Et cette attente, elle n'est pas toujours formulée, ni dans l'esprit des parents, et encore moins aux enfants. D'où se joue, vous savez bien, plein de déceptions, enfin plein de trucs, tout à fait, dont les psychologues s'occupent à longueur de journée, parce que précisément, en gros, la relation n'a pas été clarifiée. J'attendais une fille, mais je ne l'ai pas dit. Parce que dans ma famille, il n'y a que des garçons. Et manque de chance, c'est un garçon. Bon, tant pis, on va faire ça. Voilà, enfin, c'est pour dire que la difficulté, le mystère, on va dire ça comme ça, ou la complexité, la finesse, c'est 3 à la fois, un mystère, une complexité, une finesse de cette relation, fait que, comme il n'y a pas de clarification possible originelle, par déficience des parents et par déficience radicale de l'enfant, ben évidemment, du coup, va se loger dans la relation plein de choses affectives, plein de projections, d'attentes, de déceptions, de mécompréhensions, de malentendus, d'accord? Donc c'est pour juste dire que c'est une relation à haut risque aussi. C'est l'inverse d'une relation clarifiée, où je dis voilà ce que je veux, voilà ce que j'attends. Enfin, c'est déjà pas simple dans l'amitié, ni dans la relation conjugale, mais quand même, là, c'est au carré. Parce que d'abord, il y en a un qui, au début, ne peut pas dire grand-chose. Et donc, est-ce que je vais susciter, dès que je peux, le dialogue pour qu'il me dise que là, il ne comprend rien à ma manière de faire, juste ça l'énerve, quoi. Et c'est pas ma faute. Moi, je fonctionne comme je... Il m'en veut même pas, d'ailleurs, mais c'est juste que c'est pénible. Et réciproquement, d'ailleurs. Parce que lui aussi, ça peut être pénible quand il vous réveille à 3h du matin. Il faut lui dire, d'ailleurs. C'est vrai, un père de famille qui se fait réveiller pendant 6 mois, ouais, sa femme ayant décidé qu'elle n'allait pas s'occuper tous les soirs toute seule, à minuit ou à 3h du matin toute seule du biberon. Enfin voilà, et le pauvre gamin, il est chargé de plein d'histoires auxquelles il n'a rien à voir. On ne peut rien s'il y a des parents fatigués, qui se bouffent le nez pour savoir qui se lève, qui finalement ça a toujours fini par être elle
encouragé par son mari qui ronfle dès le deuxième encouragement, enfin, toutes ces histoires-là. Et lui, il n'en peut rien. Il est l'objet bénéficiaire à la fin, et du bénéfice d'avoir quelque chose à manger, et de toute la passion rentrée qui se dégage de celui ou de celle qui lui donne le biberon. Donc c'est pour vous dire, c'est bizarre, c'est trop proche, trop loin, là aussi. Trop loin, parce que je ne comprends pas qui c'est lui, et lui, il ne comprend pas non plus très bien qui c'est moi, pour l'instant. Et en même temps, c'est trop proche, puisqu'on est tout le temps dans l'interaction affective. Et qu'en plus, lui, il imprime au carré. Et aussi, l'enfant imprime très profondément, puisque c'est ses premières expériences. Et comme parent, on est atteint radicalement dans sa responsabilité, parce que présentement, elle nous échappe. Okay, donc il y a une vulnérabilité qui, elle aussi, est dissymétrique. C'est vrai. Un père et une mère, il se sent radicalement maladroit, il a raison. Il les perd plus. Parce qu'il voit bien qu'il ne maîtrise pas le truc. Et donc, bon, ça ne vous surprendra pas parce que vous commencez à me connaître, c'est que la fragilité est complètement au rendez-vous de cette relation. C'est complètement quelque chose qui ne se comprend, qui ne se désenveloppe, qui ne se fabrique que lentement. Et dans lequel, inévitablement, il y a des ratés, des mécompréhensions, des réajustements. Vous voyez, je ne sais pas comment dire ça, c'est pas... Mais, donc elle a à la fois cette espèce de richesse, de préciosité qui est liée à la contribution directe à l'émergence d'une personne nouvelle dans le monde, qui est quand même un truc de fou. Donc on comprend que ça soit éminemment riche, du point de vue de ce dans quoi s'engagent les parents, mais qui en même temps donne lieu, on va le dire comme ça, à une espèce d'incompétence structurelle durable. Et du côté des parents, et du côté de l'enfant. Parce que l'enfant, il n'a jamais été un enfant ailleurs. Enfin, c'est la première fois, quoi. C'est d'ailleurs la seule, donc c'est normal qu'il ne sache pas très bien comment s'y prendre. Juste qu'il vous énerve complètement comme il ne faudrait pas. Mais ça, il n'a pas remarqué, on ne lui a pas donné de mode d'emploi. Il n'y a pas de téléchargement dans le sein maternel des conditions d'existence dans la famille future. Vous pouvez lui lire, je ne sais pas trop quoi, le mode d'emploi de l'existence humaine quand il est dans le sein maternel en lui récitant, vous lui lire, je ne sais pas trop quoi, les leçons de morale, les 10 commandements, tout ce que vous voudrez. Ça ne va pas faire qu'il va être nécessairement plus gentil à la sortie. Même au baptême, on dit plein de choses, mais ça n'empêche pas de continuer à hurler s'il a faim. Pourtant, il est devenu enfant de Dieu, il paraît. Mon mec, c'est pas tout à fait au même niveau que... Ensuite, du coup, comment ça détermine la vie commune ? Ben, précisément, ça détermine, et là ça devient très intéressant, une vie commune qui est en état d'expérimentation permanente. En gros, c'est une vie expérimentale 24 heures sur 24. La vie est une vie de prototype permanent. Tout simplement parce que quand il a 5 ans, vous n'avez jamais su ce qu'il fallait faire, parce que vous l'aviez jusque-là, il n'en avait que 4. Donc, vous voyez, je veux dire, donc les parents sont sans cesse dépassés. Ils apprennent normalement, plus ou moins d'ailleurs, à l'être de plus en plus, et de moins en moins. C'est très bizarre, parce qu'ils le sont de moins en moins parce que le dialogue s'instaure et qu'il y a une coopération éducative qui s'instaure, parce qu'au bout d'un certain temps, c'est ça qui est intéressant. La relation parentale est plus ou moins consciemment, mais au bout d'un certain temps, elle est consciemment prise en charge de manière réciproque. Elle est dissymétrique, mais c'est réciproque. Je pense d'ailleurs même que de manière non consciente, c'est réciproque très tôt. Moi, je suis très frappé de voir que si vous sollicitez la réciprocité chez un enfant d'1 an et demi, elle est déjà en jeu. Moi, j'ai vu ça plein de fois. Un enfant d'1 an et demi, vous vous adressez à lui. Je parle de quelqu'un de l'extérieur, parce qu'il embête tout le monde là, et que vous avez, quand même, au bout d'un temps, on voit bien si c'est du caprice ou juste de la souffrance, quoi. Quand vous vous adressez à lui pour lui expliquer que ça commence à bien faire le caprice et qu'il est gentil, mais qu'il ne faudrait pas non plus qu'il énerve tout le monde avec beaucoup de miséricorde et de gentillesse, il le perçoit très bien et réagit pas toujours très bien. Des fois, il a parfaitement compris que ça veut dire qu'il pourrait se calmer et il ne le prend pas bien. Alors qu'il ne comprend pas les mots. Enfin, vous voyez, donc, je veux dire, un enfant, la personne de l'enfant est présente, l'interlocuteur est présent bien avant qu'il soit capable de mettre des mots. Et alors, quand il commence à en mettre, je peux vous dire, un petit bonhomme là, vous voyez tout d'un coup que ça fait un bout de temps qu'il était, parce que vu comme il est et l'intensité avec laquelle il est, ça prouve qu'il n'a pas appris ça du jour au lendemain. Voilà, même s'il y a des endroits où il est en état d'apprentissage et d'expérimentation. Et donc, on voit bien que ça n'est pas rien que des êtres humains choisissent que leur vie personnelle soit un terrain d'expérimentation permanente pour un autre être humain, pour qu'il s'entraîne à être une personne humaine. C'est pas facile, vous voyez, d'être à la fois le terrain de jeu, le terrain d'entraînement, le parcours du combattant, vous voyez, de son propre enfant.
Des fois, c'est le parcours du combattant pour l'enfant. Ça peut toujours la tête d'un terrain de jeu, un papa ou une maman, hein, ça dépend du jour. Et donc là, il y a quelque chose de cette, comment dire ça, de cette fabrication réciproque. Alors, encore une fois, l'enfant, c'est une structuration de sa personne, donc c'est fondamental. Pour les parents, c'est second, puisqu'ils sont déjà des adultes, mais on le sait aujourd'hui, plus que jamais d'ailleurs, c'est ça qui est très intéressant, c'est que l'enfant, pour se structurer, va chercher chez ses parents ce qu'il est et va mettre le doigt sur ce qu'il n'est pas. Bien sûr. C'est très étonnant, d'ailleurs ça ne s'explique à mon avis que par l'esprit. Hein. Il y a un instinct vital qui fait chercher à l'enfant les zones humaines dans l'adulte. Et qui lui fait aussi mettre le doigt sur les zones inhumaines. Pourquoi ? Parce que les unes sont le lieu d'oxygène et les autres sont le lieu de la menace. C'est tout à fait normal que dans sa croissance, l'enfant vienne mettre le doigt sur les zones qui le menacent et vienne mettre la tête carrément dans les espaces où il respire. Enfin, oui, c'est normal qu'il vienne puiser l'oxygène là où il est, c'est-à-dire de la vraie densité personnelle, l'endroit où on est à peu près dans ses pompes, quoi. Mais qu'il vienne pointer du doigt aussi tous les endroits où on n'est pas dans nos pompes. C'est très intéressant ça. Et le fait qu'aujourd'hui, c'est très bizarre, l'évolution familiale de ces 30 dernières années a rendu ça possible. Et à mon avis, c'est tout à fait bénéfique, parce que du coup, les parents reparcourent leur propre existence en même temps que l'enfant, qui vient tout bêtement visiter la mémoire. D'accord ? Alors, quand on regarde cette vie commune, pour continuer à approfondir, qu'est-ce que c'est que les lois de la vie commune ? C'est l'interdépendance. Alors, cette interdépendance entre les parents et les enfants, et entre les parents entre eux, parce que là, tout de suite on est dans quelque chose de complexe, alors oui, encore plus complexe, quand on prend le temps de voir ça. D'abord, l'enfant dépend de son père et de sa mère, mais son père et sa mère dépendent de lui. D'accord ? En plus, l'enfant dépend de la relation entre son père et sa mère. Et la relation entre l'homme et la femme et le couple dépend aussi de l'enfant. Parce qu'il peut venir flanquer le bazar aussi, l'enfant. Parce qu'il vient prendre du temps, de l'énergie, de l'attention. Il vient des fois augmenter les conflits parce qu'il met exactement le doigt où il faut. D'accord ? Alors qu'on avait pensé qu'au contraire, il allait permettre de réconcilier le couple. Manque de chance, il fait qu'accroître la tension. Ça dépend des cas, ça dépend à qui il ressemble aussi. Et donc, cette interdépendance, elle est évidemment là à 3, mais elle n'est pas qu'à 3. C'est aussi une interdépendance avec les frères et les sœurs. Et puis, selon le modèle familial dans lequel on vit, c'est des fois aussi une interdépendance avec les grands-parents, ou les oncles et les tantes. Tout dépend qui est dans la vie commune. D'accord ? Donc, les interdépendances relationnelles sont liées à l'espace de vie. Selon les cultures, on vit seul, on vit avec son mari ou son épouse, on vit avec son oncle, sa tante, ses grands-parents, ses frères les frères et sœurs de l'enfant. Vous voyez, là encore, il y a une... Mais on voit bien que par contre, chez l'enfant, il y a un seuil de vie commune où là, les interactions jouent, puis il y a ce qui est en dehors du cercle des interactions permanentes. Pardon, je vais couper 2 minutes. Hein. Ensuite, si j'essaye de comprendre, ça c'est comment est-ce qu'à l'intérieur de ces interdépendances, qu'est-ce qui va permettre de mettre en œuvre, donc là je suis dans la vie commune, qu'est-ce qui va permettre de mettre en œuvre cette relation ? D'abord, c'est le fait que cette relation, elle s'inscrit dans des choses extrêmement concrètes. Vous voyez, nous là aussi, nous les petits cartésiens, on aurait tendance à considérer que la relation, elle existe en elle-même. Que c'est la qualité de la relation en soi qui va déterminer comment on vit. C'est très masculin, ça, plutôt, que cartésien d'ailleurs. Descartes était un homme. Alors que précisément dans l'espace familial, les relations, elles se jouent aussi à travers les choses, à travers les événements, à travers le temps, à travers le dialogue ou le non-dialogue, à travers l'environnement dans lequel on est. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire que, c'est pour ça que j'insiste, c'est le partage d'une vie commune. La relation
passe par ce qui est partagé. On le sait bien, un père peut fondamentalement beaucoup aimer ses enfants et s'inscrire très peu dans l'espace de la vie collective. C'est moins vrai aujourd'hui. Ça a existé, ça. D'autres fois, on sait même d'ailleurs que dans certaines familles bourgeoises du 19e et du début du 20e, même la mère de famille n'était pas nécessairement dans l'espace de la vie commune de l'enfant de 0 à 4 ans. D'accord ? Donc là aussi, il se fabrique des choses. Et ce qui est très important là-dedans, il me semble, c'est comment est-ce que se fabrique la relation personnelle. Parce qu'il y a une interdépendance, elle est à tous les niveaux. Je vous ai dit au début, il y a la reconnaissance, l'acte personnel par lequel un père et une mère, un homme et une femme acceptent ensemble, d'ailleurs pour mieux vivre les choses, de s'embarquer dans la responsabilité parentale alors que ça leur échappe complètement, mais qui prennent ce risque, de découvrir au fur et à mesure de ce qu'ils vont essayer de fournir à l'enfant pour qu'il grandisse, qui il est réellement et même d'ailleurs comment est-ce qu'ils peuvent se positionner par rapport à lui et l'un par rapport à l'autre. Mais on voit bien que le grand enjeu, c'est l'établissement de la relation personnelle. Et on peut dire que l'aboutissement de la paternité et de la maternité, c'est l'institution libre entre l'enfant et son père et l'enfant et sa mère d'une relation personnelle. Alors c'est complexe parce que l'enfant, il établit une relation à la fois avec son père et sa mère, il établit aussi une relation, c'est plus complexe, avec l'alliance qu'il y a entre son père et sa mère. Le modèle moderne voudrait que l'enfant ait une relation avec son père et avec sa mère. C'est pas comme ça. Il a une relation avec son père, avec sa mère et avec ce qui les lie l'un à l'autre. D'accord ? C'est pour ça d'ailleurs que quand les parents se séparent, ça affecte l'enfant, bien qu'il continue d'être aimé de l'un et de l'autre. Pourquoi ? Précisément parce que la relation, c'est tout bête, c'est que la première relation humaine qui est vécue sous ses yeux, c'est celle-là. Et donc sa confiance dans la possibilité d'une relation humaine dépend directement de ce qu'il voit être vécu dans cette relation. C'est assez simple. Et donc on peut dire que l'enfant établit dans un premier temps une relation avec son père et sa mère en lien avec la relation qu'ils ont entre eux. Il faut du temps avant qu'un enfant arrive à délibérément, et d'ailleurs il n'est plus un enfant, à ce moment-là il devient un jeune, il est au seuil de la vie adulte, et encore, des fois c'est plus tard, à établir distinctement une relation avec son père et sa mère, au-delà de la relation qu'ils ont entre eux. Il y a une évolution là-dedans. Donc vous voyez bien que se fabrique dans cette relation parentale et d'enfant, en gros, les premières formes embryonnaires de liens personnels. Donc les premières formes embryonnaires d'une existence humaine plénière, comprenez bien ce que je veux dire, une existence humaine où quelque chose de la plénitude de la personne commence à s'exercer par le choix. Et c'est très étonnant de voir que précisément le cheminement jusqu'à cet acte responsable n'est pas le même du côté des parents, et même d'ailleurs pas tout à fait le même du côté du père et de la mère et du côté de l'enfant. Je vous disais tout à l'heure, le père et la mère ont accepté de choisir l'enfant puis le gène comme il l'est, au-delà de ce qu'ils auraient aimé qu'il soit. Au-delà même des conditions qu'ils mettent à son intégration correcte dans la vie commune. D'accord ? Parce que même si votre enfant se désocialise, enfin il en a marre de votre famille, des fois il y a des enfants à 14 ans, ils n'en peuvent plus. Et eux, ils ne demandent qu'une seule chose, c'est se fiche le camp, quoi. Et voilà, c'est très décevant, c'est comme un échec. On n'en sait rien si c'est un échec. Ça fait peut-être partie de sa croissance. Et donc, ce n'est pas évident d'établir une relation, d'accepter et d'envisager d'établir une relation personnelle avec l'enfant sur la base de ce qu'il est. Et pas sur la base du projet inconscient qu'on avait ou qu'on a toujours d'ailleurs. D'accord ? Tout simplement, c'est d'accueillir l'autre. Mais bizarrement, c'est pas toujours facile d'accueillir l'autre comme il est durablement dans le couple. Mais c'est encore une autre épreuve que d'accueillir l'autre comme il est quand c'est l'enfant. Vous comprenez bien, vous êtes même chose dans une entreprise ou dans la vie sociale. De toute façon, si vous n'accueillez pas les gens comme ils sont, ils vont s'en aller, puis c'est tout. Ou ça va être du conflit. Là, c'est plus exigeant, parce que il n'y a pas beaucoup d'êtres dont j'attends autant que je l'attends d'un conjoint ou d'un époux, d'une épouse, d'un conjoint,
Normalement, là, au bout d'une dizaine d'années, on est un peu au jus de ce qu'on peut légitimement attendre et ce qu'il faut toujours, on peut toujours aller se rhabiller parce qu'on ne l'aura jamais. Normalement, on commence à entrevoir quoi, les marges de manœuvre d'autrui qui n'ont pas grand-chose à voir avec celles que peut-être on espère au début, mais qui correspondent plus à ce qu'il est. Mais dans le cas de l'enfant, comment dire ça, c'est fondateur pour lui de pouvoir être choisi pour ce qu'il est. Alors ça commence, oui, plutôt ça commence, mieux c'est, mais il y a des seuils. Les seuils de déception des parents à l'égard des enfants. Les seuils de sentiment d'échec, ça va ensemble, ou de culpabilité des parents à l'égard des enfants. Voilà. Le sentiment de ne pas être reconnu, ou voilà, de ne pas avoir de remerciement à la mesure de ce qu'on a fait. Tout ça. Mais c'est aussi pour l'enfant, en train de devenir un jeune d'ailleurs, de choisir, de comprendre et de choisir la place qu'il souhaite donner, qu'il peut donner à ses parents. Et ça, c'est une grande question. Parce que... alors c'est vrai aussi que ça se pose chez les parents. Hein. À l'âge adulte, quand un fils ou une fille se marie, qu'il quitte définitivement l'espace familial, alors bien sûr, d'un côté, surtout les mamans, mais les papas aussi vont dire « mais de toute façon, tu es toujours notre fils », ce qui est une phrase ambiguë, c'est une phrase bienveillante et une phrase tyrannique, d'accord ? Parce que ça veut dire « tu seras toujours notre enfant », mais on va dire « oui, non, mais je veux dire ça qu'en cas de coup dur, tu peux toujours revenir ». Mais là encore, c'est à la fois bienveillant et tyrannique. Parce que peut-être qu'il ne faut pas qu'il puisse revenir en cas de coup dur. Peut-être que c'est surtout pas vers vous qu'il faut qu'il revienne en cas de coup dur, par hasard. Ah oui, mais on est ses parents, et alors ? Peut être le dernier des recours nécessaires, salutaires et positifs. Ah oui, mais s'il n'y a personne d'autre, oui, mais il y aura peut-être quelqu'un d'autre. Et peut-être qu'il faut que vous soyez, vous, potentiellement plutôt pas là, pour qu'il y ait quelqu'un d'autre aussi. Non ? Parce que si dès qu'il a un problème avec sa femme, il vient se plaindre auprès de sa maman, parce qu'elle a au moins auprès de toi, je trouve refuge et tu comprends que l'affreuse, d'ailleurs tu me l'as toujours dit. Que... J'exagère évidemment un peu, hein, mais c'est juste pour dire que, parce qu'à un moment donné, on se dit, bon, on va quand même clarifier définitivement ce truc-là, quoi. Eh ben non. Et donc, c'est pour dire qu'il y a une croissance là aussi dans ce choix, alors qui me semble quand même plus simple pour les parents, parce que de choisir l'enfant pour ce qu'il est, c'est quand même, ils ont assisté à son émergence, c'est quand même plus facile. Et donc au décalage progressif entre ce qu'ils attendaient ou ce qu'ils craignaient d'ailleurs, et ce qu'il est, parce que des fois c'est aussi les craintes. Et puis l'enfant, qui doit accepter qu'il est positivement, irréversiblement, définitivement redevable, pour une part, d'exister à ses parents, qu'il est redevable, pour une part, d'avoir émergé avec un minimum d'autonomie humaine à ses parents, et que par ailleurs, ça ne lui assigne pas un devoir de dépendance définitive envers eux. Cette reconnaissance n'a pas à se solder par une relation de subalternation dans l'ordre de la prudence personnelle. Okay ? Là, il y a un grand pas à franchir. C'était de faire quelque chose qui est bon pour moi, mais ça ne fait pas plaisir du tout à papa. Ni d'ailleurs à mes frères et sœurs, ni d'ailleurs à maman, ni d'ailleurs au grand-père. Et dans certains cas, la tribu se charge de vous faire savoir que vous agissez contre la famille. Si vous avez vu Le Parrain, vous comprenez vite ce que ça veut dire. De Coppola, hein. Et donc, c'est pas simple. Mais c'est capital, pour le coup, que l'enfant comprenne que d'être redevable de ce service unique qui lui a été rendu, enfin, peut-être il n'est pas redevable. Vous voyez, il est reconnaissant mais non redevable. Mais redevable, ce n'est pas le bon mot. Il a à être reconnaissant, mais il est non redevable. Autrement dit, il a à donner autre chose que ce qu'il a reçu. Et ce que précisément il a donné à ses parents, c'est d'être lui-même. Il n'a pas d'abord à leur donner d'être reconnaissant. D'ailleurs, c'est d'être lui-même qui lui permettra d'être reconnaissant. De même dans la reconnaissance, les parents risquent encore de loger et de l'obligation. C'est normal que tu viennes tous les Noëls après tout ce qu'on a fait pour... Ouais. Or, il faut accepter que
nul être humain, enfin, sauf des gens qui sont dans une incapacité prudentielle chronique, c'est-à-dire qui ne sont pas capables de gouverner leur existence. Il y en a malheureusement de plus en plus. Et qui là ont besoin, y compris dans certains choix personnels, de s'appuyer sur quelqu'un d'autre parce qu'ils en sont incapables. Ils sont trop dans l'angoisse, trop dans l'ingérabilité. C'est pour ça d'ailleurs que la tutelle ou la curatelle, ça existe. Mais sinon, il n'y a personne auquel j'ai à obéir quant à ma prudence personnelle. Personne ne peut décider ce qu'est mon bien personnel à ma place. Quelqu'un peut me donner des conseils à condition qu'il m'ait choisi et qu'il me connaisse tel que je suis. Ceux vis-à-vis de quoi sont à la fois les mieux et les plus mal disposés que sont les parents. Enfin, les parents sont à la fois les mieux disposés et les plus mal disposés. Ils sont les mieux disposés puisque c'est ceux qui ont été le plus proches de moi. Donc à la limite, c'est ceux qui savent le plus de choses sur moi après moi. Mais c'est les plus mal disposés. Parce que précisément, comme ils ont passé un long temps avant de comprendre qui je suis, eh bien, ils ont eu un long temps pour projeter sur moi ce qu'ils auraient aimé que je sois. Donc, ils ont une connaissance, voilà, je ne sais pas comment dire ça, oui, invinciblement déformée. Pas fausse, mais déformée. C'est pas facile. Et je pense que ça fait partie d'ailleurs de l'émergence de la personnalité de l'enfant et du jeune surtout, hein, d'apprendre à aider ses parents à corriger la part de mécompréhension originelle ou passagère qu'est la leur. C'est clair ? Ce que font aujourd'hui les enfants beaucoup plus tôt qu'avant. C'est très marrant de voir des enfants de 4-5 ans qui viennent expliquer à leur père et à leur mère que là, tu n'as rien compris. Il faut que je t'explique, tu n'as rien compris. Tu crois que je suis triste, ça n'a rien à voir. Bon, on n'a pas eu l'habitude, hein, c'est assez nouveau, comme bénéfique d'ailleurs. Ensuite, comment se met en œuvre cette vie commune ? Comment dire ? Comment se met en œuvre, je vous l'ai dit, à travers des choses concrètes et avec pour finalité l'émergence d'une relation personnelle, d'altérité, on dira ça comme ça, entre parents et enfants, où les parents sont regardés pour ce qu'ils sont et aimés pour leur personne, et pas simplement pour le fait qu'ils soient des parents, et où l'enfant est choisi et aimé pour ce qu'il est, et pas simplement pour le fait qu'il est un enfant. C'est ça la relation personnelle. Et c'est sur cette base-là d'ailleurs, et simplement sur cette base, que peut s'établir une véritable amitié. Une amitié entre des parents et des enfants ne peut s'établir que sur la base du fait que chacun est choisi pour ce qu'il est, et pas sur le fait qu'il est mon père ou ma mère ou que c'est mon enfant. Sinon, ce n'est pas possible. Enfin, l'amitié n'arrivera jamais à émerger de ce qu'Aristote appelle l'amitié de plaisir ou l'amitié d'utilité. Vous voyez, on sera toujours dans un rapport. Le dépassement de l'affectif, à ce moment-là, il est capital. Donc, ça soit sur la base de ce qu'est mon père, du fait que mon père ou ma mère, ils ont un prénom, c'est pas juste papa et maman. Il ne faut pas que ça se fasse trop tôt non plus. Vous avez des gamins à 5 ans, ils appellent leur père Albert. Il dit Albert, comment tu vas ? Bon, peut-être que ce serait bien qu'il l'appelle encore papa à 4 ans, mais tout comme c'est le moment où il veut épouser maman, il y a maman et Albert. Et lui, c'est Jules. Voilà. Et en fait, il faut qu'il comprenne que non. Il y a Jules, et puis il y a maman et papa. Voilà. Capital. Sinon, il n'arrivera jamais à franchir le dip. Alors, cette mise en œuvre, elle implique, vous le comprenez du coup, un thème qu'on a croisé par ailleurs, qui est au fond la mutualisation des compétences. C'est-à-dire que là-dedans, si on est un peu intelligent, on ne va pas s'en sortir si tout le monde ne s'y met pas. D'accord ? Donc on est face à une situation en fait de compréhension d'une relation complexe à l'égard d'un être complexe qui s'appelle une personne humaine, qui est celle de l'enfant, et pour les enfants qui est celle de ses parents, parce que ses parents au début, c'est sympa, puis après ça va dire que c'est quand même aussi assez compliqué. Et aujourd'hui, ils sont assez vite au jus que c'est carrément complexe, et puis c'est fêlé en plus que c'est complexe. Puis, non seulement c'est l'un et l'autre qui sont fêlés, mais en plus, des fois, c'est la relation qui est fêlée aussi. Puis, en plus, des fois, il y a toute la famille, parce que le grand-père aussi est fêlé. Mais aujourd'hui, ils sont assez vite au courant du fait que c'est fêlé. Ils ont été formés par le monde de la consommation, parce qu'ils sont aperçus qu'il n'y avait pas zéro défaut, quoi. Le marketing, d'ailleurs, n'ayant pas été fait de manière mensongère, ben, la réalité apparaît comme elle est, c'est-à-dire avec sans publicité et sans phare, c'est-à-dire juste fêlé. Tant qu'il n'y avait pas de publicité, vous voyez, tout bête, l'image du père et de la mère était une image intacte. L'image, hein, pas la réalité. Parce qu'évidemment, ils faisaient eux-mêmes leur propre publicité. Ça va, ça ? Mais aujourd'hui, votre pauvre image, elle passe, enfin, allez, peut-être à 2-3 ans, mais même déjà à 4 ans, c'est fini, votre image passe plus. Vous êtes tellement concurrencé par des images, vous voyez, extraordinaires, que vous apparaissez juste comme vous êtes. Quelle que soit la pauvre image que vous essayez de donner. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous êtes un mauvais publicitaire. Et comme vous êtes un mauvais publicitaire, on voit très bien que le produit n'est que juste ce qu'il apparaît, c'est-à-dire moyen.
C'est tout bête. Alors que nous, des fois, il a fallu, il faut 40 ans pour descendre de leur piédestal, l'objet, aduler, admirer mon père, ce héros. Et ma mère, cette sainte. Et donc, oui, parce qu'il faut, quand on est une femme sainte, il faut être un héros, et quand on a un mari héros, il faut être une sainte. Et donc, on voit bien du coup que la mutualisation de la compréhension, l'intelligence collective, devient nécessaire. Et ce n'est pas évident pour les parents d'admettre que même s'ils sont les chefs d'orchestre de la compréhension de l'enfant, des fois, vous avez des fois celui qui a 6 ans, là, celle qui a 6 ans, elle pige mieux le petit frère qui en a 2 que maman, parce que ce soir-là, elle est mieux dans ses chaussures, elle. Et elle a bien vu que là, maman, elle n'est pas dans ses pompes. Donc c'est assez intéressant ça aussi. Qu'on en rentre alors ça c'est la famille, hein, mais ça fait partie de la parentalité que d'accepter d'être complété dans les limites de sa compétence, dans la compréhension de l'enfant, et même des fois dans les décisions. Difficulté variablement difficile entre l'homme et la femme, et dans les deux cas c'est difficile. Plus aujourd'hui, mais c'est difficile pour une maman d'aller requérir la compétence de sa voisine, de sa mère, de sa fille aînée, quant à l'éducation d'un de ses enfants sur lequel elle est manifestement en train de se ramasser. C'est difficile ça, d'admettre que je ne suis pas compétent, je ne comprends rien. C'est mon enfant, j'y comprends rien. Pas facile, hein. Alors qu'il n'y a pas péché, ce n'est pas marqué que nécessairement, dans la providence divine, la génétique des enfants est biocompatible ou psychocompatible avec celle des parents. C'est pas comme ça. Et donc du coup, la co-responsabilité, l'acceptation de la co-responsabilité, d'abord entre l'homme et la femme, mais ça c'est fondamental. La co-responsabilité entre l'enfant et les parents, c'est-à-dire comprendre qu'un enfant, dès 6 mois, il a 50% des cartes dans les mains. Alors, il n'a que des 6 et des 7 et des 10, il n'a pas de reine, il n'a pas de roi, il n'a pas d'as, quoi. Enfin, il n'a pas beaucoup de cartes dans les... Enfin, les cartes qu'il a ne sont pas très fortes, mais il en a toujours 50%. Au fur et à mesure, il va en avoir de plus en plus, parce qu'il y a des terrains de victoire dans lesquels il y aura plus de cartes que vous, parce qu'il est plus compétent que vous. Et pas que sur des choses techniques, des fois même prudentielles. Des fois, c'est mieux s'en sortir avec vos propres parents que vous, votre fils. Parce que lui, il n'a pas de problème avec votre père, vous, oui. Lui, c'est son grand-père, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème non plus avec votre belle-mère, c'est sa grand-mère. Voilà. Donc, il me semble que comprenez bien, hein, l'instauration de la relation personnelle entre les parents, chacun des parents et l'enfant dépend de ça. Vous comprenez bien que la vraie relation personnelle, elle ne s'opère que par dilatation de la relation, que par le fait que j'arrête de me prendre pour l'interlocuteur permanent, essentiel, central de l'enfant. Et que plus vite l'enfant peut avoir, même si je reste au centre, pas le centre, mais au centre de tout ça. Et d'ailleurs, à 2. Eh bien, de plus en plus, voilà, je me laisse enrichir de la compréhension qu'ont les autres. Ce qui va aider l'enfant, d'ailleurs, très vite à trouver ce qu'on appelle les moyens de résilience. C'est-à-dire que si à un endroit, la relation foire avec tel ou tel, il va s'appuyer sur tel autre. Enfin, je sais pas comment dire ça. La mise en œuvre aussi de tout ça implique de trouver le juste... comment dire ça ? Comment est-ce qu'il y a des dépendances familiales ? Je parlais tout à l'heure d'interdépendance. Il y a des dépendances qui font grandir et des dépendances qui font régresser. Si vous avez le même défaut que votre fils et qu'il a l'art génial de vous pousser à fond dans le défaut que vous avez, c'est pas une bonne dépendance, ça. D'accord ? Parce que lui aussi, il a du mal avec la grand-mère qui est votre belle-mère. Voilà. Et donc concrètement, ou ça peut être la fille, parce que des fois c'est les filles là-dessus qui ont un regard assez pointu, assez tôt. Ils peuvent tout à fait encourager leur mère à être encore plus vache avec la belle-mère. Subtilement d'ailleurs. Et donc... là aussi, si l'acceptation de l'interdépendance est fondamentale, l'émergence de chacun dans son autonomie est son pendant nécessaire. J'accepte d'autant mieux que de dépendre que je le fais librement. Et je ne le fais librement que quand j'ai appris, grâce à la dépendance, à être plus autonome. Oui. Nous, on a tendance à opposer. Nous, on est ou autonome et indépendant, ou on est dépendant et esclave. Non, le propre de la vie humaine, c'est de grandir en autonomie, en cultivant intelligemment la dépendance. Ça s'apprend, ça. Mais d'abord dans la famille. Vous avez des enfants,
qui vivent des dépendances saines, et puis vous avez des enfants qui vivent des dépendances malsaines. Vous savez, c'est les spécialistes de la bêtise ensemble. Alors tant que la bêtise n'est pas grave, ça va bien. Mais il y en a, à deux, ils imaginent des choses horribles qu'aucun des deux n'imaginerait. Pour se faire peur aussi. Des fois, c'est pas bien pour faire des bêtises. Alors, l'autre chose, enfin, dans cette vie commune, l'élément le plus délicat, et en même temps qui est extrêmement intéressant, c'est son caractère provisoire. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est le moment d'ailleurs difficile, on voit bien, quand l'aîné a, je ne sais pas trop quoi, 18 ans, 19 ans, aujourd'hui même jusqu'à 22, donc il n'est pas loin de l'espace familial, d'accord? Pour que ça ne soit pas 30. Et que vous avez les plus petits, enfin, vous voyez, que vous avez une espèce d'échelle des âges, quoi. Et où, à un moment donné, il y a une espèce de nostalgie, d'arrêt sur image. Et si ça pouvait durer toujours comme ça? Vous savez, une espèce d'équilibre. Il y a des moments comme ça d'équilibre, un peu incroyable, quoi. Et on se dit, voilà, et accepter que non, c'est provisoire. C'est provisoire. Pour l'enfant, c'est provisoire. Pour les parents, c'est provisoire. La raison d'être du couple, c'est pas la famille. C'est une de ses raisons d'être, c'est pas la raison d'être. Et donc là, il y a quelque chose aussi. Vous voyez, donc on voit bien que c'est une espèce de. Les Américains appellent ça, les Anglais appellent ça work in progress. C'est une espèce de chantier permanent, quoi. Et on voit bien le grand défi pour les parents, quand leurs enfants commencent à quitter le domicile familial, la nouvelle manière dont ils ont à être parents en redevenant époux, enfin, ou d'ailleurs en n'arrivant pas à l'être. Vous savez, là, il y a un moment très difficile. Parce que là, il y a quelque chose d'un seuil, d'accord, le moment où vous n'êtes plus dans la vie commune avec eux. Donc, vous ne leur êtes plus indispensable au jour le jour. Vous ne leur êtes plus déjà indispensable, mais vous voyez, voilà, vous ne vivez plus la même vie. Alors, ça se fait progressivement. Puis il y a un seuil où il y a vraiment un. Vous voyez, le cordon ombilical, là, il est définitivement coupé avec les deux parents, d'ailleurs. Et là, il y a un moment donné, il y a une espèce de... Comment dire ça c'est pas le seuil ultime, hein, mais c'est un seuil de maturité plénière du fait d'être père ou mère. Ce qu'on pourrait dire, c'est, du coup, je suis plus père ou je suis plus mère. Si, parce que cette richesse qui a été vécue dans toutes ces années, elle réclame d'être sans cesse retravaillée à l'intérieur de moi et de la mémoire qu'elle m'a laissée pour me rendre de plus en plus intelligemment disponible si à un moment donné, l'un de mes enfants a besoin de moi, non seulement comme ami, enfin, non seulement comme père ou comme mère, mais des fois même comme ami. D'accord ? C'est-à-dire que l'amitié doit assumer la parentalité. L'amitié, la relation personnelle qui s'instaure entre l'adulte qui est l'enfant et l'adulte que sont ses parents, doit assumer la relation et toute l'histoire qu'elle a connue et continuer à la travailler. Je ne sais pas comment dire ça, c'est comme une espèce de chantier d'épuration, de clarification. Ce que je veux dire, c'est que des fois, à 60 ans, on va aller discuter, ou à 50 ans, on va discuter avec son père qui en a 80, parce qu'il y a des choses qu'on commence à comprendre dans le bien qu'il nous a fait et le mal qu'il nous a fait, ou lui, inversement, qui va tout d'un coup s'apercevoir, à la lumière de l'expérience de ses petits-enfants, qu'il y a un truc qu'il avait complètement raté, qu'il n'a jamais pu en parler avec vous. Et puis le moment où il ouvre la bouche, je lui dis, bah oui, c'est vrai, je n'osais pas en parler, mais maintenant que tu le dis, je m'aperçois que oui. Enfin oui, je peux dire ça. Donc, cette relation, elle ne s'arrête pas, elle se purifie, elle s'épure au grand sens du terme, pour qu'en demeure la dimension normalement la plus personnelle, la plus riche, là où l'autre a contribué de manière décisive à la constitution de ma personne. Mais là aussi, où il aurait pu, où il a constitué d'une manière, on l'espère pas décisive, dans la pas constitution de ma personne, donc où il y a du pardon, ou en tout cas de la réconciliation à opérer. Pas la foi, c'est au moins de la réconciliation, avec de la mise au point, de la vérité à faire, qui des fois, et c'est jamais trop tard. C'est très étonnant. On voit bien des gens comment même des fois, on voit ça à travers la vieillesse, la fin de la vie, des gens qui n'ont plus leur tête et tout, et où s'opèrent des réconciliations. C'est très très bouleversant ça. Vous voyez qu'ils vont s'opérer, on ne va pas pouvoir reparler des choses parce que les gens là, ils sont en train de mourir les parents. Puis ils n'ont plus la tête à ça, parce qu'il y a un seuil où on n'arrive plus à... Mais où, bizarrement, ça continue de travailler à l'intérieur. Et où, l'une ou l'autre dernière phrase, dernière rencontre, a établi quelque chose, vous voyez, a continué à faire franchir à la relation quelque chose de plus profond. C'est très, très étonnant, ça. Ce qui montre bien que c'est une relation
qui ne me lâche pas, ni comme parent, ni comme enfant, qui continue de grandir avec moi. Sauf qu'au début, et elle est personnelle presque dès l'origine, même si j'en ai pas conscience. À un moment donné, elle le devient de manière consciente, et j'ai accepté de toute façon, elle le sera de gré ou de force jusqu'au bout. D'ailleurs, même une fois que mes parents sont décédés, elle continue la relation. Et le travail continue. C'est très étonnant. Ce qui montre que c'est une relation, pour qu'elle nous colle à la peau sans nous la détruire, la peau, il faut qu'elle soit le lieu de l'acceptation d'une transformation permanente, en sachant que je ne pourrai jamais la clarifier définitivement. C'est ça qu'on est obligé de dire. Et que je pense, alors ça c'est très clair, que l'acceptation de ce chantier permanent est ce qui va permettre à l'enfant de devenir lui-même père ou mère. Vous voyez, si à un moment donné, le père ou la mère s'arrête dans ce travail intérieur, qui dit voilà, maintenant j'ai fait ce que j'ai pu, maintenant je ne te dois plus rien, tu ne me dois plus rien, point la ligne. Eh bien, il y a quelque chose dans le processus de celui qui va être père ou mère qui ne se fait plus de la même manière. Normalement, la paternité et la maternité réclament, on le voit bien, enfin réclament oui, profondément, d'être accompagnés par le fait que mon père et ma mère, c'est pas qu'ils me donnent la permission d'être père et mère, mais eux vont être grand-père et grand-mère. Vous savez, ça arrive ça. Le couple se marie, et puis bon, ils ont décidé que de toute façon, ils sont des familles de débiles, donc ils se calent, ils partent à l'autre bout du monde, par exemple aujourd'hui, et puis les parents, basta. Parce qu'en plus, ils ont eu des conflits, imaginons, l'un et l'autre, ils se sont retrouvés sur la base des choses effroyables qu'ils ont vécues l'année dans la famille. Le problème, c'est quand l'enfant arrive, là, qu'ils ont un enfant, et que la grand-mère dit « mais c'est mon petit-fils ». C'est clair. Parce que quand la grand-mère dit « c'est mon petit-fils », c'est pas du tout la même chose de dire que c'est mon gendre. Non. D'ailleurs, mon petit-fils, il n'a rien à voir avec mon gendre. C'est mon petit-fils à moi. Alors que c'est l'époux de ma fille. C'est ma fille, mais c'est son mari. Lui, c'est une pièce rapportée, mais lui, c'est mon petit-fils. Très bizarre. Ce qui montre bien, par voie négative, que voilà, le processus ne s'arrête pas. Et que le cœur du père et de la mère doivent continuer à être en chantier s'ils veulent précisément que leur enfant puisse être père et mère de manière juste. C'est-à-dire qu'eux soient aussi grands-parents de manière juste. Et donc, cette relation, elle est à la fois pour toujours, sous un autre rapport, elle est que pour un moment, et sous un troisième rapport, elle est tout le temps en train d'évoluer. D'accord ? Elle est pour toujours, parce que les enfants que j'ai eus sont les enfants que j'ai eus, enfin les enfants que vous avez sont les enfants que vous avez. Et cette relation, voilà, on est définitivement les parents l'enfant de ses parents, pardon. Et le fait, encore une fois, d'être l'enfant de ses parents me conditionne dans mon être beaucoup plus radicalement que d'être les parents de mes enfants. En même temps, c'est quelque chose dans lequel il y a une situation provisoire, momentanée, donc qui ne dure qu'un moment. C'est l'inégalité structurelle d'un plus fort à l'égard d'un plus faible, d'un plus compétent à l'égard d'un moins compétent, d'un pris en charge à l'égard d'un preneur en charge, d'accord ? Même si on voit bien, encore une fois, aujourd'hui, très rapidement, la réciprocité s'instaure, mais avant qu'elle soit plénière, il faut du temps. C'est même très beau d'ailleurs, parce qu'à la fin, elle se réinverse. À la fin, normalement, c'est les enfants qui vont prendre soin des parents qui vont mourir. D'accord ? C'est aussi étonnant que la vie nous ménage une phase où on va devenir le faible, du faible qu'on a fait grandir. D'accord ? Il va devenir notre force. C'est pas rien. Et là encore, ça continue évidemment de faire travailler la parentalité. C'est énorme. C'est énorme. Un jour, un père ou une mère doit accepter la dépendance dans laquelle il est, des fois financière par exemple, des fois matérielle, des fois dans la santé. Et donc c'est clair que vous voyez bien que cette relation, elle est à la fois, elle n'est pas celle qui me constitue dans mon être, elle n'est pas c'est pas ce qui me permet de comprendre qui je suis. C'est pas sur cette base-là que je vais découvrir ma personne. Mais par contre, elle est essentielle dans la découverte de la place qu'autrui
a dans mon existence. Vous voyez, puisque ce sont les premiers autrui, ce sont les premiers proches, c'est les premiers prochains, c'est les premiers autres avec qui j'ai affaire. Et même si ça n'est pas ces autres-là qui vont devenir souvent ceux par qui je vais découvrir ce que c'est que d'être moi-même, ce que c'est que d'être heureux, d'accord ? Précisément, il me montre que ma vie est depuis toujours et pour toujours dépendante radicalement, en permanence et de manière très concrète des autres. Ce sont les premiers autres dont je dépends fondamentalement. Et que si la vie humaine, dans ce cas-là, de le plus précieux, c'est la découverte de ce que je suis au-delà du contexte social, culturel et familial dans lequel j'ai grandi, c'est la découverte du bien que peut être l'autre pour moi par le choix réciproque que l'on pose dans une amitié au-delà des contextes, d'accord ? Même si par ce choix je dépasse cette relation aux autres, je ne peux pas m'en évader. Et qu'au fond, la relation aux autres, et plus ils sont proches structurellement, et plus le chantier doit être intense. Donc je dirais, la richesse de mes parents ou de mes enfants, c'est qu'après ce que j'ai choisi délibérément d'aimer dans une relation d'amitié privilégiée, ce sont mes premiers prochains. C'est pour ça d'ailleurs que la loi juive les met directement après tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur et de toutes tes forces. C'est très impressionnant d'ailleurs ça dans une famille juive. La qualité spirituelle de la relation familiale. C'est très étonnant ça. C'est beaucoup moins vrai chez les catholiques. Parce que chez les catholiques, il y a le sacrement de mariage, en gros, ça bénit le tout, quoi. Et ça assure une espèce de pérennité religieuse au bidule, quoi. Oui, et en gros, s'ils sont mariés, c'est qu'ils n'ont pas intérêt à se séparer, sinon c'est pour bien. En gros, c'est ça la leçon. Ouais. Et au mieux, qu'ils sont vraiment bénis par le bon Dieu pour être mariés. Donc, ils vont peut-être avoir une force pour que ça marche mieux. Ce qui n'est pas vrai d'ailleurs. Enfin, c'est pas fait pour que ça marche mieux. C'est fait pour qu'ils soient plus, c'est pas pareil. Parce que des fois, d'être plus soi-même, ça fait que ça marche moins bien. Mais voilà, c'est pas fait d'abord pour que ça marche. Alors que c'est très étonnant. Et alors, le christianisme est en train de se réformer lentement depuis le Concile. Donc, précisément, on devrait découvrir le judaïsme, enfin, la foi d'Israël, tout ça, et la manière de vivre la famille, c'est très impressionnant. Pas dans toutes les familles juives, hein, mais je vous parle de celles qui vivent ça de manière. C'est très impressionnant, ça. De voir que la relation entre l'homme et entre l'époux et l'épouse et entre les enfants et les parents et entre les enfants est une relation, comment on dit ça, dans laquelle Dieu est intrinsèquement présent. Je ne sais pas comment on dit ça. C'est quelque chose de. C'est plus que sacré. Voilà. Et donc il me semble que c'est intéressant, ça, de voir que. Parce que c'est mon premier prochain. Et que c'est très bien d'avoir des prochains électifs, ceux qu'on choisit. C'est très bien d'avoir une identité qui est plus profonde que tout ça. Mais c'est très étonnant. Dans la Torah, ma vie ne va pas se jouer sur mon identité, de toute façon elle est là. Ma vie, ça ne va pas se jouer d'abord sur les choix que je fais librement des uns ou des autres, parce que ça, c'est tout bénef. Ma vie, elle va se jouer sur ce sur quoi je n'ai pas trop le choix. Et qu'est-ce que je vais en faire? Donc ça, c'est les autres. Et en premier lieu, les parents, les enfants, et en deuxième lieu, ils sont encore plus bizarroïdement là, les frères et les sœurs. Et donc seul comment vous dire ça, je me situe en philosophe, seul un regard de sagesse permet de comprendre comment cette situation biologique, fondamentalement biologique, entre les parents et les enfants, trace le chemin d'une partie essentielle de la destinée des personnes. C'est très impressionnant. Que même si je transcende et m'échappe de mon espace culturel, de mon espace intellectuel, du territoire sur lequel je suis, voilà, je n'échapperai pas au fait d'être l'enfant de mes parents, au fait que mes enfants soient mes enfants. Et donc, là encore, il y a quelque chose qui accompagne inséparablement mon chemin et qui ne peut être, compris que comme un lieu, cette relation parent-enfant, d'apprentissage durable d'une existence dans laquelle on apprend à faire avec des personnes qui nous sont à la fois, de nouveau, trop proches, trop loin. Ou plus exactement, faire avec des personnes dont je ne choisis pas la distance à laquelle ils se tiennent vis-à-vis de moi.
dans une amitié, dans un couple, dans un contrat de travail, dans une vie sociale, normalement, on peut décider la distance à laquelle on se tient. D'accord ? Pas tout, mais il y a un endroit, je ne peux pas décider la distance à laquelle, je ne peux pas décider la relation. Je peux décider psychologiquement la distance que je vais y mettre pour compenser le fait que c'est trop proche. Oui. Bon, il faudrait compléter ça en regardant, après ça, dans la lumière de ça, chacune des cultures. Comment est-ce que la problématique de la purification de l'intelligence parentale et filiale n'est pas la même en Afrique? Je globalise l'Afrique parce que globalement, il y a des constantes. Elle n'est pas la même en Asie, parce que là aussi, il y a des constantes. Elle n'est pas la même en Europe. Et elle n'est pas la même exactement en Italie, en Espagne, en France. Très étonnant de voir qu'une des manières, à mon avis, de situer le génie et les travers graves d'une culture, c'est en regardant ça. C'est sur la famille qu'ils vont se cristalliser. Parce qu'une histoire nationale ou une histoire culturelle, c'est finalement une grande histoire familiale. À la fin. À vous les questions. De l'argent de poche. Bon, il est clair que puisque c'est une vie commune, jusqu'où des parents peuvent-ils décider qu'une part de leur vie ou de leur bien matériel ne fait pas partie de l'espace familial? C'est une question difficile, ça. Quelqu'un qui s'enrichit, que ce soit l'homme ou la femme, ou le couple qui s'enrichit, autrement qu'en produisant à la fois leurs enfants, c'est-à-dire que sans que leurs enfants y aient contribué, n'ont pas nécessairement un devoir que l'ensemble de cette richesse soit mis au service de la famille, ce n'est pas du tout un dû. Ce qui est un dû, c'est de mettre de manière juste à disposition des enfants ce dont ils ont besoin, pas de manière stricte, chiche, mais pas non plus de manière excessive, pour pouvoir grandir dans leur autonomie. C'est difficile. Du coup, c'est vrai, est-il normal, moi je parle dans le monde contemporain là, est-il normal que des enfants doivent hériter de leurs parents? Pour moi, c'est une vraie question. Personnellement, je ne crois pas. Je crois qu'il est normal que des enfants puissent hériter de leurs parents. Mais je ne pense pas qu'il soit normal que des enfants doivent hériter de leurs parents. Je ne crois pas du tout. Alors, qui est une aide sociale minimum, je ne sais pas comment dire ça, parce que circonstances de vie, voilà, je ne sais pas comment expliquer. Mais sinon, je ne vois pas. Ça, pour moi, c'est l'ancien monde. Je sais pas, c'est un héritage, c'est lié à une vision qui était celle d'une société archaïque, traditionnelle, dans laquelle la notion de patrimoine, d'héritage. Alors, on peut choisir, mais on en est parfaitement libre. Il n'y a aucune obligation vis-à-vis des enfants que ce que j'ai gagné soit constitué comme un patrimoine pour les enfants. Ça peut d'ailleurs leur rendre service, ça n'en soit pas un. Donc là-dessus, alors par contre, donc ça c'est la première question. Ensuite, quelle est dans cette minimum de bien-être matériel que j'ai, si je le peux, à mettre à disposition de mes enfants, c'est normal que d'abord il y ait l'apprentissage de la richesse, de la monnaie, de l'argent, et qui est, le commencement d'un apprentissage de la gestion économique prudentielle d'un certain. Et donc ça me semble normal. Je ne pense pas qu'il faut que ça se fasse, personnellement, je ne pense pas qu'il faut que ça se fasse au prorata de la richesse de la famille. Ça se fait au prorata du niveau de vie que j'estime bon pour la famille, que j'estime du coup bon que chacun de mes enfants apprenne, selon chacun d'ailleurs, parce que tant qu'on a un devoir de gestion prudentielle de ça, il faut être à la fois équitable, mais équitable ça veut dire aussi inégal. De voir jusqu'où est-ce qu'il faut donner son autonomie aux enfants. À quel âge les enfants ont-ils la disposition du choix de leurs vêtements? 4 ans, c'est ce qu'espèrent tous les gens qui vendent. Ça craint un peu dans l'éducation. Bien que vous n'avez pas imposé à votre fille la robe que vous avez toujours aimé qu'elle ait, sauf qu'elle la déteste depuis le début. Ça va 5 minutes la tyrannie. Mais inversement, si elle ne veut qu'une robe comme ça, noire, et elle s'habille qu'en noir depuis qu'elle a 4 ans, on peut en discuter peut-être. Donc là, il y a des questions difficiles.
Je pense que c'est normal oui, je pense que c'est normal sous l'aspect éducatif. C'est-à-dire qu'il est bon, dès qu'il le peut, qu'un enfant gagne de l'argent. Mais ça, ce n'est pas de l'argent de poche. Ouais. Alors ça, c'est ce que fait Fidel Castro. C'est une catastrophe, ça? Ah non, pas du tout. Ça, non. Non, alors c'est une autre question. Il y a l'hypothèse de ce qu'on appelle un revenu d'existence. Ça, c'est autre chose. Ça me semble très astucieux, ça. Ça, c'est autre chose. C'est de permettre à ce que quelqu'un à l'âge adulte, que tout le monde à l'âge adulte, ait, grâce à la solidarité nationale, constitué un minimum de capital qui lui permette de se lancer dans l'existence, voilà, sans aisance, mais avec une certaine, voilà, un minimum de responsabilité, de possibilité, on va dire ça comme ça. Ça me semble juste. Ça me semble très intelligent. Et ça, c'est pas de l'argent de poche. Et l'argent de poche, vous avez deux choses. Vous avez ce que l'enfant gagne. Alors, à quel moment c'est bien qu'il gagne un peu de sous? Bon, alors, vous savez, il va laver les carreaux de la grand-mère. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de. Mais il me semble bon que d'abord il ait un petit peu d'argent, puis qu'après ça, il apprenne à en gagner à l'extérieur. Mais ça me semble bien. Alors aujourd'hui, les enfants, ils veulent de l'argent de poche à 6 ans, quoi. Ça, vous savez, là, il faut laisser décider les familles, mais il faut surtout vous, que les familles qui décidez, vous ne preniez pas trop au sérieux les choix que vous faites. Ça, c'est les conflits effroyables, parce que mon fils est allé dans la famille de celle que je croyais ma copine, mais en fait, elle les nourrit, mais c'est vraiment, ça me croirait, enfin, c'est vraiment, voilà, c'est le Darfour, quoi. Enfin, vous voyez, parce que tout d'un coup, on ne nourrit pas l'autre comme, enfin, voilà, où on a manqué, le pauvre bichounou, il a manqué de mourir de froid, parce qu'effectivement, il faisait, je ne sais pas trop quoi, 10 degrés dans la pièce, enfin. Je pense que les choix familiaux, il faut se calmer. Vous voyez, il faut les faire en conscience, puis il faut surtout leur donner un poids qui est le leur, c'est-à-dire extrêmement léger. À la fin, ce n'est pas du tout là-dessus que se joue. Il ne faut pas que ce soit votre angoisse qui fasse que du coup, c'est sur les choix secondaires que vous y mettez tout votre ego. Enfin, oui. Parce qu'à la fin, quel est le bon choix pour un enfant? Ben, on a fait ce qu'on a pu. Et je vous dis, la seule garantie, c'est la mutualisation et l'intelligence collective. Je crois que c'est ça, moi. Vous parliez des relations entre les frères et sœurs où chacun on a un peu du mal à positionner l'autre et quelle est ma relation à l'autre en tant que frère et sœur, etc. Et quelle lecture vous faites des relations frères ou sœurs entre des jumeaux et peut-être plus particulièrement des vrais jumeaux qui à un moment donné on était quand même pendant 8 à 10 jours une personne et cette relation quand même tout à fait particulière. Tout à fait. Alors ça, je pense qu'on fera une fois une conférence de questions pour tous qui s'appellera suis-je responsable de mon frère? Vous savez, c'est la question de Caïn à propos d'Abel. Je pense qu'on fera une fois quelque chose là-dessus. Mais c'est vrai, les jumeaux, c'est un... Je n'ai pas le temps de développer, mais ça veut dire quelque chose de profond. Parce que le jumeau, alors pour le coup, c'est celui qui me ressemble tellement que je me demande si je suis vraiment original, quoi. C'est super. Parce qu'effectivement, ça aide à voir que tous les autres, nous, on croit qu'on est original parce qu'on n'a pas de jumeaux, mais on l'est pas, des jumeaux, mais on ne l'est pas tant que ça. On est d'abord des personnes communes. On a juste deux yeux, deux pieds. Et en gros, il y a plein de choses en nous qui sont de l'ordre de l'animalité commune. C'est tout à fait sympathique et tout à fait réel. Et ça permet de resituer l'originalité au bon endroit. L'originalité consistant dans la qualité d'intelligence et d'amour avec laquelle je vis ma non-originalité, en grande partie. C'est très bizarre d'apprendre à se servir de ce qu'il n'y a pas de pas original en moi. Et chez les jumeaux, à mon avis, c'est beaucoup là-dedans. Comment apprendre? Vous savez, vous avez ceux qui sont obsédés par le fait qu'ils se différencient, et puis ceux pour lesquels on ne fait rien, qui ne sont d'ailleurs obsédés que de fusionner entre eux, chez les vrais jumeaux. Et donc trouver le juste milieu, c'est ça, c'est d'aider à ce que leur personne émerge, mais émerge en intégrant cette situation très très particulière, qui est d'avoir physiquement presque un double. Pas corporellement, mais biologiquement. Et donc là du coup, ce qui est capital, c'est l'émergence de la personne. L'émergence de la personne. Comprendre que c'est pas parce que mon corps ressemble terriblement à l'autre qu'il n'est pas radicalement autre. Comment vous pourriez expliquer les dépressions parfois très importantes qui peuvent toucher les femmes après l'accouchement? Alors, je ne suis pas compétent psychophysiquement, mais manifestement, le peu que j'en comprends,
il y a quand même un phénomène de décompression. C'est qu'à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il y a un niveau, une manière d'exister psychobiologiquement pendant 9 mois, dont tous les hommes de l'extérieur voient, enfin même d'ailleurs les femmes l'observent, mais elles l'espèrent ou elles l'ont vécu, qui est tout à fait extraordinaire, dans laquelle une espèce d'intensité vitale, c'est pas rien de contribuer à la vitalité de quelqu'un qui contribue à la vôtre. C'est comme si ça doublait la vitalité interne de la femme, qui en même temps est très occupée par ça et du coup pas du tout beaucoup moins par le monde extérieur, normalement. Et moi je comprends très bien que cette espèce de vie tout à fait particulière avec quelqu'un à l'intérieur de soi, qui est une espèce de plénitude dont il faut sortir à un moment donné. Que la sortie de cette plénitude, c'est pas cool, quoi. Parce qu'après ça, on se retrouve avec le problème. Et jusque-là, tout d'un coup, puis on s'aperçoit là que si on est un peu honnête, on n'y comprend rien du tout. Voilà. Donc je pense que sans doute que cette illusion naturelle de comprendre l'enfant qu'on porte est bénéfique. De ne pas savoir d'ailleurs si c'est un garçon ou une fille, moi j'aime beaucoup ça. Parce que du coup, on attend les deux. Donc on y met toute la richesse qu'on mettrait en attendant un garçon alors qu'en fait c'est une fille mais on ne le sait pas, ou en attendant une fille alors que c'est un garçon mais on ne le sait pas. Donc je pense que, vous voyez, l'indétermination de l'attente, je suis certain, détermine quelque chose de la richesse de l'attente. Mais bon, ça je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas savoir, mais je pense que ça joue. Enfin, c'est du côté de la... Ensuite, je crois très profondément que ça consiste en ça, dans un moment pour anticiper, pour diminuer ce phénomène-là, je pense qu'il faut se déposséder positivement de son enfant dès le début. Moi, je sais, quand j'ai des amis qui attendent un bébé, je dis, dès le début, dès qu'elles me disent qu'elles ont un enfant, je dis, tu te rappelles, c'est pas le tien. C'est pas le tien, du tout. D'abord, il est à Dieu, parce que la substance, c'est pas toi qui l'as faite, et l'essentiel de ce qu'est ce gamin, tu y es pour rien du tout. Petit 1. Petit 2, ça appartient à l'espèce humaine. Parce que le modelage biologique, tu y es pour rien, et troisièmement, ça appartient à vous deux, parce qu'il y est quand même pour 50% du point de vue du donné biologique. Quatrièmement, il n'est toujours pas à toi parce qu'il t'a été confié. Cinquièmement, il est quand même un peu à toi, parce que c'est vrai que tu contribues de manière forte. Intense et physique. Et ça repositionne beaucoup les choses. Donc du coup, le fait que je m'aperçoive que, de le retrouver haute, vous voyez, c'est plus facile. Enfin, moi, je sais que je ne veux pas dire que je n'ai pas calculé, je n'ai pas fait des expériences statistiques. Mais il vaut mieux, oui, je pense qu'on peut, tout en favorisant, comprenez bien, il faut assumer l'illusion en sachant qu'elle en est une. Et c'est plus facile quand on sait qu'elle en est une, parce que du coup, ça évite de laisser l'enfant, ne serait-ce que 9 mois, venir combler plein d'espaces intérieurs, qui sont des espaces de blessures internes, de problématiques personnelles, et il n'a rien avec ça, le pauvre gamin. Mais il me fait tellement de bien qu'en fait, il sert à tout ça. Donc c'est bien, voilà, dès le début, de voir qu'il n'est pas là pour me combler, l'enfant. Vous voyez, donc je pense que c'est la sobriété intérieure avec laquelle on vit les choses, qui, je pense, n'empêche pas de le vivre intensément, qui, à mon avis, diminue ce phénomène-là, en dehors de l'élément, purement psychophysique. C'est une question un peu philosophique dans la mesure où aujourd'hui un couple effectivement a des enfants qui effectivement sont amenés pas forcément à se marier, et quand effectivement les parents se posent la question, il n'y aura pas de descendance. Je suis bien placé pour y répondre. Alors je vous remercie moi aussi. Enfin, vous en avez peut-être eu, moi j'en aurais pas tout court, mais donc c'est vrai que c'est une vraie question, ça. Parce qu'il y a tout ce que je vous ai dit sur le patrimoine matériel, mais malgré tout, c'est impressionnant cette chaîne de vivants humains. L'Afrique a très fort le sens de ça, c'est magnifique, quoi. Qu'en fait, mon existence, elle est conditionnée par une chaîne de vivants qui remonte à la création de l'homme et de la femme, et qui même dans sa matière remonte à la création du monde d'ailleurs, parce que mon corps est quand même constitué d'une matière qui a comme date la création du monde. Parce que je sache, il n'y a pas de matière qui se crée, il n'y a pas de matière qui se néantise. Donc c'est marrant qu'on ait l'âge des étoiles, quoi. Et que ça soit aussi par cette grande chaîne de vivants que ça aboutisse à cette possibilité d'exister pour moi.
Et je comprends tout à fait qu'on ait le désir, du coup, d'avoir des enfants, ça, de participer à cette contribution cosmique et métaphysique. Cosmique parce que c'est faire apparaître un être de plus dans l'espace de l'humanité et de l'univers. En plus, c'est une coopération à l'acte créateur de Dieu qui est vertigineuse. Alors, je comprends qu'au deuxième degré, donc ça, d'y renoncer, c'est déjà un grand acte, c'est un acte énorme. Il faut avoir des raisons très sévères. Ou bien on a l'impossibilité, ce qui est tout à fait possible. De le faire délibérément, il faut avoir des raisons qui sont à la mesure des enjeux, c'est-à-dire assez élevées, qui, à mon avis, ne viennent pas seulement de calcul stratégique humain. Ensuite, donc, c'est pour dire que renoncer à avoir des enfants délibérément, il faut vraiment des graves raisons, je pense. Ensuite, de ne pas avoir de petits-enfants, c'est de ne pas pouvoir avoir la garantie de son vivant, puisqu'après ça, vous pouvez mourir, et puis ils vont mourir, ils peuvent mourir après votre propre mort, donc vous n'en savez rien. Enfin, de ne pas avoir cette assurance de son vivant, qui est la possibilité d'une continuité. Oui, il y a quelque chose, c'est quelque chose d'une mort intérieure, parce qu'il y a quelque chose de la vitalité. La vie, elle est faite pour la vie. Et donc, c'est vrai, alors ça c'est vrai aussi que, je parlais du petit-fils ou un petit enfant, il y a une célébration spirituelle, je ne parle pas dans l'élément chrétien, mais une célébration spirituelle de la naissance de son petit-fils, qui est d'une autre nature que celle de ses enfants. Celle de ses enfants, alors, vous comprenez bien, moi je n'ai pas l'expérience directe, mais c'est ce que je vois chez les autres, à la louche. Celle de son enfant, on est plutôt dans l'ordre de la stupéfaction, si on est un peu net, parce que à la fois on est émerveillé, en même temps on ne comprend rien, en même temps voilà, on sent qu'il va falloir s'immobiliser tout entier, voilà. En même temps on a l'impression qu'on est dépassé. Ces petits-enfants, peut-être qu'on a plus de recul sur cette espèce d'extraordinaire responsabilité de génération en génération, et que c'est comme s'il y avait une espèce de victoire sur la mort, quoi. Il y a plus quelque chose comme ça que dans la naissance de son propre enfant. On vit plus la naissance de son enfant dans la continuité de soi, alors qu'on vit la naissance de son petit enfant comme le gage possible d'une vie qui dure. Voilà, il y a sûrement quelque chose de ça. Et donc, oui, c'est sans doute pas commode. C'est sans doute pas facile non plus pour les enfants de se retrouver face à la souffrance de leurs propres parents qui aimeraient qu'on ait des enfants. Globalement, on peut dire qu'on se sent responsable de nos enfants, en revanche, beaucoup moins responsable de nos parents. La première question, qu'est-ce que ça peut nous apprendre sur nous-mêmes? Est-ce que c'est tout simplement parce que c'est beaucoup moins marrant que de s'occuper de l'avenir de nos enfants? Ça ne nous tourne pas vers l'avenir, ça nous met peut-être en rapport avec notre propre mort. Donc première question. Et deuxième question, une société qui ne s'occupe pas de ses parents, qu'est-ce que ça peut devenir? Tout à fait. Voilà. D'abord, c'est récent. C'est une invention occidentale récente de ne pas s'occuper de ses parents. C'est un désir de toujours de certains parents de ne pas peser sur leurs enfants. C'est pas nouveau, ça. Même les vieux éléphants s'écartent du troupeau pour aller mourir. Donc, c'est normal que quelqu'un n'ait pas envie de peser par sa vieillesse sur le poids de ses enfants, enfin de peser sur ses enfants. Par contre, effectivement, qu'on n'ait plus le souci de nos parents, il y a deux raisons. C'est qu'effectivement, on est en train d'éliminer la mort du champ de notre existence, c'est-à-dire qu'on est en train de l'intérioriser psychiquement, ce qui est une catastrophe, parce que du coup, on est en train d'entrer dans ce qu'on appelle, Jean-Paul appelé une culture de mort, parce qu'on est hanté par la mort, puisqu'on ne l'objective plus. D'accord ? La meilleure manière de vivre la mort, c'est de la vivre. C'est-à-dire d'être là où, quand les personnes sont mortes, de la veiller, de veiller son corps. Enfin, oui, c'est le processus du deuil et du rite funéraire. Il a tout simplement pour but, et normalement, on l'anticipe quand nos parents ne meurent pas de manière accidentelle, par le fait effectivement d'approcher la vieillesse, de soigner la vieillesse, d'apprivoiser la vieillesse. Non pas parce qu'un jour on va devoir y passer, mais parce qu'il y a une extraordinaire richesse dans la vieillesse. C'est celle de la présence sans efficacité. Alors, il y a un côté intraitable de la vieillesse avec lequel il faut être sans pitié, d'accord ? C'est le côté capricieux, tyrannique, pire que des gamins, parce qu'ici double hystérie et le péché de l'adulte. D'accord ? Là, il faut être intraitable. Et on espère que quand on sera dans cet état-là, il faudra aussi que les autres soient intraitables avec nous. Je parle de la grande vieillesse, là. Mais inversement, il y a une énorme richesse, qui est encore une fois celle de la présence inefficace. Donc de la gratuité pure.
lisez La présence pure de Christian Bobin. Hein, ce qu'il dit là-dessus. Et donc je pense qu'effectivement c'est très mauvais signe. C'est une société qui... comment dire ça, qui rêve un avenir en refusant de voir le sien. Enfin, qui n'arrive plus à s'en inventer d'ailleurs. C'est pour ça qu'on va très mal là, parce qu'actuellement on n'arrive plus à s'inventer d'avenir. Donc notre seul avenir, c'est d'avoir peur de la mort. C'est sympa comme ambiance. Non mais sérieux, je suis très sérieux. C'est d'avoir peur de la mort. Et on sent ça. La morbidité, les films que regardent les gamins, les jeunes, les adultes sont significatifs. Hein. La dose de morbidité, là, en l'espace de 20 ans, elle a été multipliée combien? 300%, 400%, 500%. Donc je pense que là, effectivement, il y a quelque chose de la... Parce que, étonnamment, alors, oui, ça touche la question, c'est que le dernier acte d'un père ou d'une mère, c'est de s'en remettre comme un enfant à éventuellement une vie au-delà de la mort. On ne meurt pas comme père ou comme mère, on meurt comme enfant. On meurt comme un enfant. Nu, je suis sorti du sein maternel, nu, j'y retournerai. On meurt dépouillé. On meurt parce que précisément, il faut de nouveau passer d'un monde qu'on connaît à un monde qu'on ne connaît pas. Et donc, le dernier acte d'un père ou d'une mère, c'est d'accepter de mourir pleinement comme un enfant. C'est pour ça que je voulais revenir sur le fait que l'enfance, ce n'est pas simplement une étape de notre vie, c'est une part de nous-mêmes. Hein, là, je ne l'ai pas dit au début, mais c'est clair que la vie, elle est cumulative, elle n'est pas successive. Biologiquement, elle est successive, mais personnellement, elle est cumulative. La phase de l'enfant en moi, elle est toujours là, elle est toujours en travail. Et d'ailleurs, je me suis aperçu qu'elle n'est pas du tout intégrée de la même manière chez un homme et chez une femme. C'est très étonnant, ça. Le rapport à l'enfance est structurellement différent. Parce que le rapport à la mémoire est structurellement différent. Mais voilà, l'enfant, il est en nous. Et quand on est un vieillard, l'adulte, plein de force, il est en nous. Par contre, si on n'a pas d'enfant, à moins qu'on découvre une paternité ou une maternité d'un autre type, hein, de type personnel ou spirituel, vous voyez, c'est pas nécessairement en adoptant légalement, mais en prenant en charge l'autre dans sa croissance et sa fragilité aussi radicalement que le font des parents. Mais en dehors de ça, on n'est pas père, on n'est pas mère. Donc on sera tous enfants. On pourra ne pas être père et mère. Il y a même d'ailleurs des gens qui sont géniteurs, mais ils n'arrivent jamais à être père ou mère. Bon, c'est malheureux. Ou ils ne le veulent pas. Et donc, ce qui montre bien que là encore, c'est pas symétrique. Alors, dans une sagesse religieuse, on dirait sans doute, parce qu'effectivement, le rapport à Dieu est fondamentalement un rapport d'enfant. Par contre, le rapport de la délégation de Dieu à nous est de nous donner cette extraordinaire responsabilité d'être providence pour autrui, et même d'être co-créateur d'autrui, qui est quand même un truc de fou. Et donc, il y a un truc, enfin, vous voyez, c'est pour vous dire que c'est définitivement pas symétrique, quoi. Quel est l'impact du fait de ne pas avoir d'enfant dans la relation à la vieillesse aux parents ? À la fois très délicate et en même temps qui peut être très belle. Très délicate parce que c'est bête à dire, mais j'aurais tendance à dire on va perdre tout ce qu'on a. Ouais, parce qu'on dit qu'on a des enfants. On n'a pas des enfants comme on a des amis, mais on a des enfants aussi comme un peu comme on a des parents. Quand on va perdre ses parents, on va perdre les seuls siens. Et en même temps, ça peut être très beau parce qu'il peut se faire. Moi, je connais quelques exemples comme ça où la veille, au grand centième, la bienveillance, l'accompagnement des parents dans la vieillesse, si on ne s'y est pas consacré, hein, mais peut donner lieu à quelque chose, pour le coup, d'une rencontre personnelle extrêmement intense. Je pense à quelqu'un là qui a vécu ça récemment et c'était très bouleversant. Ce qui s'est passé spirituellement entre cet homme qui était en train de mourir, sa fille et son épouse. Chose qui est liée en partie au fait que sa fille, parce qu'elle est consacrée, n'aura pas d'enfant. Voilà, donc c'est pas qu'une épreuve, ça peut aussi donner quelque chose de particulier, d'une préciosité, enfin au sens très grand du terme. Mais c'est psychologiquement beaucoup plus complexe. Donc j'allais dire, là il faut être accompagné pour être recalé, parce qu'on risque d'en faire trop ou pas assez. Alors que les enfants sont des bons régulateurs dans la relation qu'on a à nos parents. Enfin, vos enfants, au bout d'un certain temps, surtout quand ils sont devenus un peu grands, ils savent bien vous dire là où, attends, là, juste tu diras, papa, tu vois.
vis-à-vis de grand-mère, tu vois, ça serait peut-être bien qu'elle ne te demande pas à 50 ans si tu n'as pas besoin d'un cache-nez. Ou que tu la rabroues toujours et que tu ne laisses jamais ouvrir la bouche. Parce que ça devient juste agressif. Enfin, vous voyez, je peux comment dire ça, voilà. Vous avez évoqué la spiritualité dans la construction de la famille juive. Est-ce que vous considérez que la spiritualité, précisément, c'est plus qu'une grille de lecture un peu anecdotique dans la construction de la relation entre les parents et les enfants aujourd'hui? Je pense que la relation parent-enfant, c'est le commencement de la religion. La question de Dieu, c'est une question intérieure, profonde, vous voyez, métaphysique, essentielle, qui n'a rien à voir avec la religion comme telle. Ça a tout simplement à voir avec le fait que, est-ce que je suis la réalité ultime de ce monde? Est-ce qu'il y a quelque chose d'absolu qui est source de moi? Enfin, c'est une question qui est excellente, qui est belle, qui est splendide. Et transformer cette question d'un problème intellectuel ou un conflit socio-culturel, c'est juste de l'insulte faite à la personne humaine. Mais bon, ça, c'est la question de Dieu, qui n'est pas d'abord une question intellectuelle, qui est juste une question comme l'amour. C'est une question belle et grande. La relation parent-enfant, précisément, elle pose la question de la religion, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est s'il y a quelque chose avec qui j'ai une relation telle que ça passe par mes parents? Qu'est-ce que c'est s'il y a quelque chose qui soit tel que ça passe par ce médiateur, cette médiatrice que je suis entre cette source et mon enfant? Vous voyez, c'est la coopération dont on bénéficie ou dont on est l'instrument à l'égard de Dieu dans la procréation et la parentalité, et la filiation, et la reconnaissance de ça dans la filiation, qui constitue le premier acte religieux. Ça, je pense que le peuple d'Israël, quand il vit de sa grâce, a complètement gardé ça. Avec une santé, moi, qui m'impressionne. Et nous, moi je parle de nous comme chrétiens, on a complètement à le redécouvrir. Sinon, la religion, ça devient une institution. Non, c'est d'abord familial, la religion. C'est pas d'abord politique, institutionnelle, internationale et... à la fin, tant mieux si c'est catholique, si vous voulez, mais c'est pas d'abord catholique, c'est d'abord familial. C'est d'ailleurs peut-être catholique que si c'est familial, mais bon, ça c'est une autre question. Est-ce que vous pourriez nous parler de la patrie? S'il vous plaît, j'ai l'exemple des légionnaires qui me vient en tête, mais quel est le lien qu'on tisse avec sa patrie? La patrie, c'est la terre de nos pères. C'est la terre pour laquelle... C'est la terre de nos pères et le peuple qui l'habite. C'est tout ça la patrie. Hein. Et donc, ce sont les conditions d'existence, de survie de mon peuple pour lesquelles je vais me battre. Voilà, donc la patrie, c'est comme d'être responsable de sa famille. Hein, c'est d'être responsable de son espace d'existence au sens large. Voilà. Ensuite, il n'y a peut-être plus beaucoup de patries qui correspondent à des nations dans le monde. Parce qu'une patrie, ça correspond à un peuple pour moi, pas une nation. Il y a un peuple français, il faudrait voir. Il y a peut-être eu un peuple français un jour, s'il y en a un aujourd'hui, très discutable, très discutable. Il y a une nation française sûrement, pour combien de temps à mon avis? Pas beaucoup de temps, enfin à l'échelle de l'histoire de l'humanité, je pense qu'il y en a pour moins d'un siècle. Par contre, la patrie, elle existe que si j'ai une terre. Donc si je n'ai pas grandi dans un rapport à une responsabilité de mes parents à l'égard de l'espace d'existence. Pour un nomade, sa patrie, c'est son désert. Voilà. Donc donc la patrie, elle n'existe que si il y a des personnes qui ont fait le choix délibéré de se consacrer aux conditions d'existence de leurs semblables sur un territoire du type de la famille élargie, de la tribu ou du peuple. À ce titre-là, aujourd'hui dans le monde, il y a des endroits où il n'y a plus de patrie. Par exemple en France. Il y a des endroits où il y a encore une patrie, en Afghanistan. La terre afghane, c'est une patrie. Ça, c'est clair. Très, très clair. La France, je ne pense plus que c'en soit une. Et ce n'est pas négatif, ce que je dis là. C'est un fait. Et donc, voilà, je pense que c'est lié à ça. Et alors, évidemment, ce qui est déterminant, c'est qu'on est passé d'un monde rural, donc dans lequel l'existence s'arrachait à la terre et au sol. Et donc, du coup, dans lequel la territorialité faisait partie constitutive de l'existence de tout le monde, au fait qu'aujourd'hui, la territorialité, elle n'est plus constitutive de l'existence de tout le monde. Donc, je pense qu'il faut remplacer la patrie territoriale par la patrie du peuple. Encore faut-il, et même ça ne suffira pas, la question, qui est une grande question pour moi politique de demain, va-t-il y avoir
une communauté humaine auquel j'ai choisi d'appartenir. Voilà. À part celle que je vais fonder provisoirement, enfin, que je contribue à fonder, mais dont je ne suis même pas certain d'être. Parce que vous voyez, quand vous êtes déjà d'une famille recomposée, c'est déjà plus ça. Et si votre famille, vous la fondez en imaginant et en postulant qu'elle va effectivement, possiblement d'ailleurs, très probablement se séparer pour se recomposer ailleurs, c'est pas très facile non plus. Du coup, j'appartiens plus à rien. C'est un problème capital, ça. Un problème politique majeur. Est-ce que ça veut dire que nous entrons dans une phase de l'humanité où définitivement la notion de patrie est dissoute, donc la notion d'appartenance à une communauté locale n'est plus possible autrement que de manière provisoire, que nous devons penser à l'échelle de la famille humaine, que donc il nous faut rentrer dans un niveau de sagesse spirituel et humain largement supérieur auquel nous avons vécu? C'est pas impossible. Il faudrait y réfléchir d'un peu plus près. C'est pas impossible. Mais ça comporte des risques qu'il faudrait identifier. Des avantages aussi. Mais nous, on est en train d'y aller sans se poser toutes ces questions. Enfin, si on veut savoir si on est français par le sang, par le sol. Des gens ne savent pas ce que c'est que d'être français. À part le droit de voter pour quelqu'un qui va gouverner un peuple dont on ne sait pas ce qu'il est, puisqu'on ne sait même pas s'il est un peuple. Donc le serpent se mord un peu la queue. À part pour le football. Où là, tout d'un coup, il y a tout le monde. La terre, le sol, le sang, à part quelques mauvais joueurs. Tout le monde est tout d'un coup français. Une réponse boutade à la question, F comme Facebook, comme nouvelle famille, ou grande communauté à laquelle on adhère. Bon, ça c'était une boutade. L'adolescence peut être une période de tension, parents-enfants. Ça peut être aussi l'occasion d'échanger des paroles qui peuvent être très blessantes, sur lesquelles que l'on regrette après coup et sur lesquelles on ne sait pas comment revenir, comment les faire. Tout à fait. L'adolescence, elle est... là aussi, c'est bizarre, c'est vraiment ça la famille. D'abord, c'est un phénomène biologique qui s'appelle la puberté, dans lequel tout d'un coup, l'émotivité incontrôlable d'une part de ma personnalité émerge de manière forte sans qu'on m'ait prévenu. Et de manière anarchique et non prévisible. Voilà, donc déjà, là, il y a un léger phénomène. Bon. Alors, ou bien j'ai un surmoi méga drivé qui fait que je gaufre tout ça provisoirement, en espérant que ça explose avant que vous ayez 65 ans. Ou bien, ben voilà, j'essaye. Alors là, ça va dépendre essentiellement des instruments de résilience, c'est-à-dire des gens qui, au milieu du naufrage que je suis en train de vivre, vont me tendre quelques perches et survivre en étant des interlocuteurs auxquels je ne parle jamais. C'est marrant les ados pour ça. Ils répondent jamais, ils font des grognements et tout. Le tout, c'est qu'il faut être là. On s'en prend plein la figure. Il faut rester là, il ne faut surtout pas dire trop de choses, ça ne sert à rien. Et surtout quand ils vous poussent à bout, parce que là, on dit des grosses bêtises et là, ils s'en souviennent. Si j'essaie de comprendre du plan de la personne, c'est vraiment le passage de l'enfance à quelque chose déjà de l'âge adulte. C'est la compréhension, c'est la découverte du fait qu'à un moment donné, personne d'autre que moi-même ne pourrait être l'acteur de ma propre existence parce que, clairement, plus personne ne comprend grand-chose. Donc c'est un moment de solitude, d'expérience de la solitude. Là-dedans, évidemment, les parents d'abord sont revisités dans leur propre adolescence, qui n'a pas toujours été bien vécue, donc ça la réactue dans ces catastrophes. Et du coup, dans leur incompétence à faire quelque chose pour leurs enfants à cet âge-là. Donc, à la limite, on fait ce qu'on peut. Hein. Le problème, c'est qu'à la fin, quand on voit qu'il y a des blessures, moi, je suis persuadé que pas le pardon au sens spirituel, hein, mais le fait de reconnaître ses torts et de le reconnaître avec humilité, de ce qu'on appelle de demander pardon, hein, a une valeur de résilience énorme pour ces choses-là. Je pense qu'un père ou une mère gagne toujours, même si c'est 30 ans plus tard, à dire là, je m'aperçois que là, c'était vraiment de trop, que je t'ai vraiment fait du mal. Je pensais jamais trop tard. Jamais, 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 jamais. C'est très impressionnant. Alors l'autre, des fois, ne veut plus rien entendre, hein, c'est pas grave. Mais je pense que c'est ce que je disais sur le chantier permanent. Il y a peut-être certaines choses irréversibles, mais rien n'est totalement irréversible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là-dedans, bien sûr qu'il y a une composante de la question qui sera peut-être irréversible. Mais il y en a une autre qui ne l'est peut-être pas. Je ne sais pas d'avance, et l'autre d'ailleurs ne le sait pas non plus. Voilà. Et donc je dirais, ça ne peut être qu'à notre bénéfice que d'opérer cet acte on appelait ça la repentance, hein, oui, de reconnaissance d'un moment de défaillance. Voilà, je pense que ça fait partie aussi c'est un des lieux essentiels de la parentalité. Un père et une mère n'ont pas à reconnaître qu'ils ont été en tort de la même manière devant leur enfant. Mais quand un père le fait, par exemple, de manière juste, c'est capital.
étonnant ce qui se passe entre un enfant et son père dans la reconnaissance de sa limite, de sa faiblesse et d'en demander pardon. Une mère, c'est plus facile. Une mère, elle a plus de mal à avouer qu'elle ne sait pas quoi faire affectivement à son enfant. Enfin, ça, c'est pour ça, quand elle peut le faire après, dire effectivement, tu as raison, j'ai rien compris à qui tu étais. Maintenant, tu vas peut-être me l'apprendre, même si tu as 25 ans. Enfin, vous voyez, c'est des choses comme ça, quoi. C'est cumulatif, c'est pas successif, simplement. Bon, on va aller faire de dos. Merci de votre attention. Si vous avez des idées de sujets pour l'année prochaine, on ne les a pas encore fixés. Donc il y aura sans doute suis-je responsable de mon frère? Voilà. Mais sinon, si vous avez d'autres sujets, vous pouvez toujours les mettre sur le site. Je crois qu'il y a un endroit où il y a des suggestions pour ça. On les récoltera et on vous fera une proposition à la rentrée.